Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax fait par des fans pour des fans. Alors ce soir, pour notre 17e épisode, je suis avec Mathéo. Salut Mathéo. Et je suis avec Michael. Salut Michael. Salut. Alors Mathéo ne nous a pas entendu visiblement, mais c'est pas grave. Oui, je suis là. Bonsoir. Ok. Et puis nous sommes également aussi ce soir avec notre invité Xavier Marguera. Bonsoir Xavier. Bonsoir à tous. Alors Xavier, c'est un programme un petit peu particulier aujourd'hui. Tu es en direct de Manchester. C'est pas tous les jours qu'on a nos invités. Et puis ton temps est assez limité, donc on va commencer ce soir exceptionnellement par ton interview, et puis ensuite nous ferons le débriefing du match contre le Stade Lyonnais, et à la toute fin d'épisode, nous ferons le briefing du prochain match contre le FC Arrows. Alors je vous propose qu'on passe tout de suite à la première séquence, l'interview de Xavier Marguera. Voilà, Xavier, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec un grand plaisir qu'on te reçoit à l'antenne de Xamcast. On a une petite tradition avec nos invités, c'est que je fais une petite présentation de l'invité avant de commencer directement avec l'interview. Alors, Xavier Marguera, tu es né le 7 janvier 1984, ou plutôt 84, comme on dit chez toi, à Rens, dans le canton de Vaud, dans la région de Beaume. Durant ta carrière, à part à Neuchâtel Xamax, tu as évolué bien évidemment au Lausanne Sport, au FC Zurich, une saison au club Atlético Osasuna, au FC Sion et au Servette FC. Tu as disputé un tout petit peu plus que 400 matchs, 401 pour être précis, dans le football professionnel, durant lesquels tu as marqué 70 buts et distillé 42 passes décisives. Tu as également eu l'honneur d'être sélectionné à 18 reprises avec l'équipe nationale, disputant notamment la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Et puis, avec Neuchâtel Xamax, tu as disputé 46 matchs durant lesquels tu as marqué 6 buts et 3 passes décisives. Mais voilà, on va commencer par le commencement. Xavier, à quel âge est-ce que tu as commencé à jouer au foot ? Déjà, j'ai commencé à jouer au foot déjà dans le jardin avec mon frère, mon plus grand frère. Et après, j'ai rejoint le FC Chauvin. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans le Nord-Vaudois, à l'âge de 4 ans et demi, 5 ans. Voilà. Oui, un grand club du Nord Vaudois, on le connaît bien sûr. Tu as des spécialistes du foot des talus ici. Ouais, alors tu en as surtout deux, hein, on va dire. Mathéo et Michael sont des spécialistes du foot des talus. Alors, Michael, plutôt des talus genevois. Et puis, Mathéo commence à se spécialiser dans le talus vaudois. Mais tu le connais, ce club, du coup, Mathéo ? Oui, bah, j'en avais déjà entendu parler à l'époque où j'étais joueur en actif. Donc, oui, Chauvin, on connaît, bien sûr. Si tu es bon, tu dois connaître un grand attaquant du FC Chauvin. Alors, ça, tu m'en demandes trop, mais le nom du club, j'ai déjà entendu parler. Un grand attaquant qui a mis énormément de buts, c'est Albino Benchivenga. Vous n'avez jamais entendu parler? Ouais, Absolument pas. j'ai dû entendre passer le nom. Ouais. Donc, ça fait de toi le deuxième joueur le plus connu du FC Chandon. En parlant de joueurs connus, Xavier, quand tu étais jeune, qui étaient les idoles qui te faisaient rêver quand tu débutais dans le football ? Quand je débutais dans le football, je me rappelle, je regardais énormément. Là, il y avait une cassette à l'époque, ça s'appelait Hop Suisse. Je ne sais pas si vous vous rappelez tous. Ça me dit quelque chose, ouais. Ouais, Hop Suisse, c'était un peu les épopées de l'équipe nationale suisse pour les qualifications, que ce soit des Euros, de la Coupe du Monde. Je me rappelais, il y avait Stéphane Chapuisat, Marc Oettinger, un peu tous les joueurs vaudois, donc. Mhm. Et après, au niveau international, c'était plus David Beckham, Zinedine Zidane, ces joueurs-là. Puis après, Ronaldinho, que j'aimais beaucoup aussi. Voilà. Mhm. Quand tu as commencé à jouer au foot, est-ce que tu as directement évolué dans le poste qu'on t'a connu ? Est-ce que tu as joué comme milieu offensif tout de suite, ou tu as évolué à d'autres postes quand tu étais en junior ? Pardon, ça a coupé, je suis désolé. Ouais, ça a coupé. Ouais, alors est-ce que tu as évolué à d'autres postes que le poste de milieu offensif dans les juniors ou pas ? Ouais. En junior, j'ai joué attaquant jusque dans le football à 11. Et après, au football à 11, il m'a mis milieu de terrain ou défenseur central, que j'ai détesté, défenseur central.
Et après, ouais, j'ai fait toute ma carrière milieu de terrain. Est-ce que tu peux nous parler justement de tes débuts professionnels? Donc, tu commences du côté du Lausanne Sport. Est-ce que tu peux nous parler de tes débuts en tant que pro? Oui. Alors, j'ai commencé à 17 ans en professionnel. C'était Radu Nunweiler, l'entraîneur, un ancien super numéro 10 roumain qui m'avait fait débuter à 17 ans en Super League. C'était des moments incroyables. C'était marrant parce qu'il y avait eu quelques blessés. Ils jouaient à la maison contre Young Boys. Ils perdaient 3-0. Ils ont dit on fait rentrer le jeune. Je fais une super rentrée. On revient à 3-1, 3-2. 3 jours après, on joue en Coupe d'Europe, Coupe Intertoto, ça s'appelait. Ouais, la Je mets un fameuse. but de la tête, on se qualifie et puis après, je suis plus sorti. Donc, je suis passé des C'était, moins de c'était, 17 ans. Ouais. La c'était première contre qui équipe. le match de Coupe Intertoto, c'était contre qui? Une équipe slovène, c'était l'équipe slovène de Saso Udovic de l'époque. Ok, Le nom, d'accord. je ne me rappelle plus. D'accord, bon, c'est pas très grave, Ouais. c'était pour l'anecdote. Jeune, on dit que tu évolues au Lausanne Sport, et puis alors que tu es encore un jeune joueur, le Lausanne Sport en 2003 vit l'expérience extrêmement désagréable, dramatique de la faillite. Comment est-ce que tu vis l'été juste après la faillite du LS, malgré ton engagement avec le Châtel Xamax? C'était compliqué, ça c'est clair, parce que on avait déjà vécu une relégation administrative l'année précédente de la faillite. On était en Super Ouais, League, on était relégué en Challenge League parce qu'il n'y avait pas eu la licence pour la Super League. Et puis après, de vivre cette relégation, c'était extrêmement compliqué. J'avais des possibilités aussi en Suisse allemande. Et puis j'ai Neuchâtel Xamax est venu me chercher. Donc pour moi, c'était quelque chose de très important pour le début de ma carrière. Après, en tant que supporter aussi du Lausanne Sport, c'était triste de voir ce qui se passe. C'est à ce moment-là de vivre cette relégation et cette faillite. surtout qu'en plus, d'après ce qu'on avait compris à l'époque et des reflets qu'on a pu en voir, les responsables, entre guillemets, étaient loin depuis longtemps au moment où la faillite est prononcée, n'est-ce pas? Oui, après, il y avait des investisseurs locaux, des gens qui ont un petit peu de moyens, qui venaient du canton de Vaud, qui ont essayé de redresser le club, mais ils n'ont malheureusement pas réussi. Donc, c'était une situation vraiment compliquée. Et je me rappelle, le dernier match, on jouait à la maison contre Lugano, ils avaient mis une musique hyper triste, pardon. C'était Mhm. glauque, il faisait noir, c'était vraiment, vraiment très, très spécial. Je me rappellerai encore longtemps. Comment se fait le choix pour toi d'évoluer ensuite du côté de Neuchâtel Xamax? C'est Xamax qui t'appelle ou bien comment ça se passe cette nouvelle, ce nouvel engagement? J'avais déjà plus ou moins été approché quand j'étais en junior. J'avais fait des super matchs contre Neuchâtel Xamax. J'avais mis un but depuis le milieu de terrain, je me rappelle, en moins 17 ans contre eux. Et puis après, voilà, c'était Claude Riff, l'entraîneur à ce moment-là. Il était Ouais. venu me chercher. J'étais quelqu'un jeune joueur qui coûtait pas cher, donc pour eux, c'était peut-être une bonne opportunité. Voilà. Nickel. Ouais. Ouais, est-ce que tu te souviens un peu de la date, l'adversaire, le score et le 11 de base de Xamax de tes coéquipiers lors de ta première apparition sous le maillot de Xamax en match officiel? Aucune idée. Mais je, je vais peut-être, allez, je vais dire par élimination, premier match. Euh, euh, Premier match à la Maladière, peut-être. Non, c'était Non, pas à la Maladière. non, même pas. Non, À l'extérieur. c'était le À 26 juillet l'extérieur. 2003. Contre une équipe qui marche bien et qui commence à bien marcher au début du 21e siècle. Qui Ouais, a enclenché ensuite une certaine domination, on dira, sur le foot suisse. AIB, À balle. Bâle. À balle, ouais. Tu commences à balle, ouais. Ah, mais ouais, je m'en rappelle même plus exactement. Alors Mes coéquipiers, je me rappelle de techniquement, plusieurs, c'est ton premier mais ce match match-là, je me rappelle disputé, mais plus. tu n'es pas, tu rentres en cours de match. Tu fais pas partie du 11 de base. Mais Ok. voilà. Est-ce que tu as une idée de quels étaient tes 11 coéquipiers sur le moment du coup, sur le terrain au moment du coup d'envoi? Une idée plus ou moins approximative du 11 de base.
En 11 de commençant par base. les Ok. buts. Ouais. Qui était au but? Bettoni. Juste. Bien. Bettoni. La ligne défensive, est-ce que tu en as quelques-uns en tête? Ligne défensive, Eddie Barrea, Sûr, Ouais. ouais. Stefan Bergen, Mhm. Ouais. Eddie Barrea, Stefan Bergen, Sébastien Zamba. Il était là aussi, ouais. Ouais, il était plus, on l'a plus mis au milieu, mais oui. Il y en a un troisième sur la Après, ligne. l'autre côté, Dorje Tsawa. Non, il n'était pas sur le terrain, non. Non. Un autre là, qui a joué sur le côté, il y avait qui? Je vais dire plus ou moins le 11 de base que je connais. Après, peut-être Kader Mangan, Ouais, il était Oui, là, ouais. Mangan, il était sur la ligne de la feuille de match de départ, oui. Alexandre Ray. Oui, Ray, il a joué ce match-là, ouais. Après, André Wiederker. oui, il était là, ouais. Juste. Après. Après, ça, c'était plus tard. Il y avait qui encore? Pascal Obliger. Non, il devait être sur le banc au Pliguer. Il n'était pas là. Alors, il y avait un joueur argentin. Un joueur argentin. Ah oui, Miguel Portillo. Exact. Ouais, Et bien puis, joué. il y avait Miguel Portillo. encore il y avait un joueur sénégalais encore. Plutôt un joueur défensif. Milieu Sénégalais, défensif. Ouais. à part Kader Mangan, il y avait peut-être Non. Non. Son prénom, c'est Sheikh. il y avait un qui s'appelait Badara, mais c'était plus tard, lui. C'est plus tard. Non. Badara. Un Sénégalais Ouais. défenseur. Il était milieu plutôt. C'était Sheikh Ouais, Daf. il était derrière avec Van Bergen et Barea, ouais. Si c'est bien celui-là auquel tu penses, Mirko. Davidson. Ouais. Non, c'était Sheikh Daf. C'est que Daf, ouais. Ah oui, Sheikh Daf, qui était en même temps que Badara. Exactement, ouais. Ouais. Oui, oui. Sheikh, oui, je me rappelle, Sheikh. Davidson, Ensuite, il est entraîneur adjoint. il te manque un bon Suisse allemand. Au Un bon milieu, Suisse. Un bon Suisse. Oui, je sais, Betig. Exact. exactement. Et puis, il te Roland manque Betig. le deuxième attaquant qui, lui, alors, il venait de très, 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 très loin. De plusieurs heures d'avion. Un attaquant. À part Ouais. Mfouti, il y avait qui? Encore plus loin. Ah, je pense que c'est un des attaquants Anglo-saxon. qui est venu de plus loin qu'on ait eu à Neuchâtel. Griffiths. Exact. Bravo. Exactement. Malgré tout, tu as une bonne mémoire. Et puis, Bien joué. tu te souviens, toi, Ok. tu rentres à la 80e, tu te souviens qui tu Que remplaces? t'apporte, donc tu l'as dit toi-même, Claude Riff est ton entraîneur au moment où tu arrives à Neuchâtel. Qu'est-ce que Claude Riff t'apporte à ton arrivée à Xamax quand on connaît la grande carrière qu'il a fait surtout comme formateur? Déjà, de la confiance, parce qu'il est venu me chercher à Lausanne. Ouais. Il m'a tout de suite mis à l'aise, comme les autres coéquipiers. Voilà, beaucoup de confiance, de sérénité. J'étais un jeune joueur. Il aurait peut-être voulu à ce moment-là que je prenne beaucoup plus de responsabilité sur l'aspect offensif. Mais ce n'était pas ma meilleure saison, cette saison-là. J'avais été blessé à un os au doigt, j'ai raté. Je m'étais luxé l'épaule. C'était une saison extrêmement compliquée. C'est pas facile hein, quand t'es jeune comme ça de devoir tout de suite une luxation de l'épaule. On imagine que ça se soigne pas en 2 jours. Est-ce que tu arrives à nous raconter ensuite les coulisses de ton arrivée à Zurich, puisqu'il se murmure qu'à l'époque ce transfert répondait à une logique financière pour le club et non pas particulièrement à un souhait de ta part de quitter le club. Alors, après, elle a vécu cette année compliquée avec Samax. Après, j'avais enchaîné 6 mois qui étaient vraiment de bonne qualité. On était 3e du classement, je crois qu'on était 2e égalité à 3 points de balle. Mhm. Et puis, moi, je me sentais bien au Châtel, je jouais tous les matchs. J'étais performant, l'entraîneur était content, j'étais en équipe suisse 21 et j'avais pas forcément envie de partir. Mais je me rappelle que Gilbert Facchinetti hésite. Il m'a dit non, il faudrait peut-être que tu restes, on te voit peut-être à l'étranger plus tard. Il y avait des offres, il y avait pas des offres, mais il y avait des clubs allemands qui me suivaient. Et puis c'était Pedretti qui a dit non, on le vend, si on a une bonne offre. Puis, à ce moment-là, moi, je n'avais pas forcément envie de partir parce que je me sentais bien. Et il y a une bonne offre qui est venue sur la table pour Neuchâtel Xamax. Et puis c'était un excellent choix en fait de partir à Zurich.
Justement, excellent choix, puisqu'à Zurich, tu as la chance de pouvoir évoluer sous les ordres d'un certain Lucien Favre. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de l'homme, de l'entraîneur et de sa méthode qui l'a amené à coacher ensuite à le coacher en Allemagne, que ce soit Hertha Berlin ou que ce soit Mönchengladbach et ensuite notamment l'OGC Nice en France? Bon, déjà, pour l'anecdote, c'est qu'on joue en coupe contre Zurich. Mhm. Je pense quart finale de coupe, Xamax Zurich. Je perds le ballon au milieu de terrain, on prend le 1-0 et je pars à Zurich et je gagne la coupe. Ça, c'était assez spécial. Donc c'est la même saison en plus. Oui, la même saison. On perd contre Zurich et je signe à Mhm. Zurich et je joue la demi-finale, la finale, puis on gagne la coupe. Ouais. Et puis, J'avais cette anecdote qui était revenue un petit peu à l'esprit. Là. Et après, Lucien ouais. Favre, c'était, je pense, l'entraîneur idéal à ce moment-là de ma carrière. Quelqu'un de très important, aussi humainement, quelqu'un qui m'a mis énormément confiance. Toute la finesse technique, tactique était vraiment exceptionnelle sur des choses les plus simples. C'était un peu la méthode Cruyff, c'était parfois une équipe très jeune, avec beaucoup de talent. Et il a formé énormément de joueurs aussi. Il a vraiment été pour beaucoup de joueurs, que ce soit à Servette, que ce soit à Yverdon, que ce soit à Zurich, que ce soit à l'étranger. L'entraîneur a des moments clés qui ont fait basculer que certains ont pu devenir professionnels. Et je me rappelle, on était énormément de jeunes, on a gagné la coupe la première année, après on gagne 2 titres d'affilée, et après je suis parti. Tu nous confirmes qu'il pense football 25 heures sur 24, Lucien Favre? C'est impressionnant. Ouais. Je sais même pas s'il avait, je sais pas combien de temps il a fait à Zurich, peut-être 4 ans, je sais pas s'il a visité la ville de Zurich. Non, c'était un peu la folie. Il regardait vidéo sur vidéo tout le temps au stade, vraiment chaque détail. Ouais, vraiment, c'était impressionnant. Enfin, il avait la Impressionnant. réputation On, d'être on- un on nous a- on entraîneur nous très avait dit, enfin, j'avais méticuleux, hein. entendu dans une interview également il aimait, enfin, l'une de ses méthodes, je sais pas si c'était arrivé à toi aussi, mais l'une de ses méthodes, c'était de prendre des grands joueurs au poste enfin, qui correspondaient au poste du joueur qui l'interpellait pour lui dire, t'as vu, par exemple, à Von Bergen, il lui disait, est-ce que t'as vu hier Lilian Thuram, comment il a fait? Ben, toi, ça aurait pu être, est-ce que t'as vu tel joueur? Et il prenait en exemple les plus grands joueurs au niveau international à ce poste-là pour passer par des explications tactiques. Ça t'est arrivé aussi? Oui, oui, il faisait tout le temps ça. Mm. Ouais, vous avez vu la Champions League hier, Zidane, le contrôle orienté qu'il a fait à ce moment-là. Mm. Ouais, tout le temps comme ça, tout le temps des vidéos individuelles. Il faisait régulièrement ça. C'était assez. Quelqu'un d'aussi assez marrant, on rigolait beaucoup avec les joueurs. Quelle émotion est-ce que tu as ressenti au moment des deux premiers titres de champion en 2005 et 2006? Et j'ai envie de te dire, je pense que tu me vois venir particulièrement peut-être. Le deuxième, lorsqu'on connaît le scénario du dernier match, victoire à Bâle 2-1 à la 92e sur but de Philippe Escou. Alors déjà, le premier titre, c'était juste incroyable parce que 3 jours avant, il y avait IB Bâle. Je Mhm. crois que si Bâle faisait 1 point, on était out. C'était impossible pour être champion. Et Yakin, il met un coup franc exceptionnel et Bâle perd. Donc ça fait qu'on a la possibilité de jouer cette finalissima. En plus, c'est le classiqueur en Suisse allemande. C'était un match vraiment exceptionnel. Mhm. Et en fait, cette soirée-là était incroyable pour moi parce que c'était mon premier titre de champion. Et le soir même, je sais que je suis pris pour la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Donc Mhm. j'avais deux surprises juste incroyables. Donc je m'appellerai toute ma vie. Ouais. Mais c'est aussi une soirée où il y a eu pas mal de débordements. Quand on a fait le championnat, on a dû courir dans les tribunes, dans les zones VIP. Parce que c'était le chaos total aussi, je me rappelle. C'est vrai Mm. que c'est déjà un match particulier en soi, les classiqueurs, mais alors en plus dans ce contexte-là, au niveau médiatique, ça devait être, il devait y avoir une sacrée pression, j'imagine. Mais c'était une pression positive pour Zurich parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas gagné un titre. Une équipe de jeunes qui avait du culot, qui jouait bien au foot. En fait, pour nous, il n'y avait pas vraiment. C'était une pression plus. C'était très positif. Pour Bâle, c'était une énorme pression. Parce que de perdre contre Zurich, l'ennemi juré chez eux, dernier match, alors qu'ils avaient tout en main. Et en une semaine, ils ont tout perdu. Et je me rappelle, ils avaient déjà mis les maillots de champion
ils étaient déjà prêts à fêter. Et puis la dernière action, on arrive à marquer, c'était juste exceptionnel. Et après, c'était le chaos par contre, parce que tous les Securitas s'étaient mis vers les supporters de Zurich pour pas qu'il y ait de débordement en fait. Mhm. Et puis ils n'ont pas eu le temps d'aller vers la Muttelskurve. Donc ça a créé un immense chaos. Il y a eu bagarre sur le terrain. Et heureusement, il n'y a pas eu de drame. Donc ouais, la fête après, elle était belle. En rentrant à Zurich, c'était juste incroyable. Ils avaient, dans la ville, ils avaient fait plein d'écrans aussi géants pour que les supporters puissent suivre le match. Ceux qui n'avaient pas pu se rendre à Bâle, c'était assez la folie. Ouais, puis en plus, vous faites une série, je crois, de 7 victoires consécutives pour arriver à ce titre-là, non? Oui, c'est juste, Ouais. exactement. Ouais, donc en plus de ça, je veux dire, moi je me rappelle de la phrase du journaliste Jean-François Develay de la RTS qui disait au moment du résumé de Sport Dernière ce soir-là, au début de la saison, personne pouvait penser que Bâle pouvait être battu. Au milieu de la saison, personne pensait que Bâle pourrait être rejoint. Et à la 92e minute, personne pensait que Zurich marquerait le but décisif. Ouais. Tu le dis toi-même, tu parles de cette convocation pour la Coupe du Monde 2006. Quel souvenir gardes-tu? Car vous arrivez à cette Coupe du Monde avec une confiance et une maturité qui semble inébranlable dans le groupe à travers les récents événements qu'a vécu l'équipe nationale, le groupe de qualification contre la France, le barrage en Turquie. Et vous sortez par la petite porte finalement contre l'Ukraine en huitième de finale alors que vous attendez peut-être un quart de finale contre l'Italie. Euh, euh, Après, j'étais un jeune qui arrivait gentiment en équipe suisse. Donc, j'avais pas vécu vraiment la Turquie. J'étais pas du voyage. Mais ce qu'on a pu voir, c'est que Michel Pont et puis Köbi Kuhn, ils avaient créé un groupe exceptionnel. Vraiment un groupe qui était comme une famille. Il y avait une ambiance incroyable. Et je me rappelle, sur les trajets pour aller au match, il y avait toujours une musique où tout le monde chantait 2 heures avant le match dans le bus, une chanson paillarde allemande. Et ça créé une énergie qui était juste monstrueuse. Après, bah, on n'avait pas pris de but, perdu au penalty contre l'Ukraine. Voilà, c'était un peu malheureux. On n'avait pas fait un grand match contre l'Ukraine. Mais voilà, l'équipe avait le potentiel d'aller un petit peu plus loin, je pense. Ouais. Juste les rapports, toi, en tant que jeune joueur, les rapports avec les têtes un peu chaudes du vestiaire et les leaders du vestiaire, les Ludomaniens, les Alex Fry, les Akanyakin. Quel souvenir général tu gardes de l'ambiance de groupe de cette Coupe du Monde? Elle était excellente. Elle était excellente parce que tout le monde a bien intégré les plus jeunes. Euh, et je pense que tout le monde avait bien conscience que si on voulait faire quelque chose de fantastique, il fallait créer un groupe qui soit uni et que ça avait tout de suite matché entre tout le monde. Donc, non, non, l'ambiance, elle était vraiment top. Parfait. Michael? Oui. Quel souvenir est-ce que tu gardes de ton passage en Espagne, Sasuna? Même si j'imagine que la rupture des ligaments croisés qui t'éloigne des terrains pendant quasiment un an euh, est un élément majeur de ton passage. Un excellent souvenir, dans le sens que connaître le football espagnol, quand quand tu aimes le jeu, c'est le meilleur championnat au monde pour moi, sur l'aspect technico-tactique. J'ai vécu vraiment des expériences. Cette expérience, pardon, elle était vraiment, vraiment très enrichissante. C'était pour moi vraiment un objectif et un rêve de jouer en Espagne, parce que c'est ce qui se rapprochait plus de mon jeu. Après, il y a eu la blessure. J'ai raté une année. C'était une année compliquée, mais paradoxalement, c'est celle qui m'a aussi fait rencontrer ma femme, qui m'a fait avoir des enfants. Donc, elle était extrêmement positive cette année-là, de l'autre côté du football. En plus, on avait une équipe de jeunes vraiment de top niveau. Je me rappelle, il y avait Aspilicueta, après qui a joué à Chelsea longtemps. Il y avait Monreal qui a joué à Arsenal. On avait Hugo Viana qui était une superstar mexicaine qui était prêté par pas Hugo Viana qui était portugais, qui est maintenant directeur sportif de City. On avait Carlos Vela, aussi un super joueur mexicain. On avait Javi Garcia qui a joué à City, qui a joué après au Benfica. On avait vraiment une super équipe de jeunes. Donc c'était une super expérience par rapport à ça.
À la suite de la Coupe du Monde 2006 en équipe nationale, il y a la préparation en vue de l'Euro 2008. Et lors de cette préparation-là, il y a un match amical qui reste quand même dans les mémoires au niveau de l'adversaire plutôt. C'est que vous accueillez le Brésil à Bâle en novembre 2006. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment de croiser Ronaldinho et Kaka, entre autres, et d'affronter le pays du football lors de ce match amical, même si on imagine oui, en fait, tu vas croiser, c'est après coup que tu vas croiser certains de ces joueurs dans le championnat espagnol. Un super souvenir. Le Brésil, c'est la référence au niveau du jeu, au niveau de la qualité technique. C'était juste incroyable. En plus, c'était un match, j'étais super content parce que c'était, je pense, un des meilleurs matchs que j'ai fait. Mais de croiser Ronaldinho, de croiser tes top joueurs, vraiment au niveau foot, c'est exceptionnel ce qu'ils font. La qualité du jeu, la gestion des rythmes, euh, voir Ronaldinho qui joue avec le sourire. Pour moi, c'est le football vraiment à l'état pur. Moi, j'adore ce souvenir. Ouais, je me rappelle juste d'un but un peu casquette, le 2-0 de Kaka, il me semble, où il y a une belle mésentente entre Djourou et si je me rappelle bien, c'est entre Djourou et Tsuber Buller. Mais c'est vrai qu'en face, quand tu vois le Brésil qui avait sur le terrain ce soir-là, alors, au début, sur le 11 de départ, c'est pas forcément la crème de la crème, mais tu vois, quand les joueurs encore rentrent après, c'est extraordinaire quand même. Ça reste une Après les référence au niveau mondial, le Brésil quand même, hein, c'est clair. Clairement. Après les deux titres de champion de Suisse avec Lucien Favre, tu en gagneras un troisième en 2009, en revenant en prêt d'abord au FC Zurich sous les ordres de Bernard Chaland. Pour moi, personnellement, c'est la saison la plus folle qu'a connue le championnat à 10 équipes, puisque IB, Zurich et Bâle sont encore en course pour le titre 2 matchs avant la fin. Est-ce que tu arrives à nous raconter cette saison et ton rapport avec le personnage de Chaland, et puis d'avoir évolué avec les Dusan Djuric, les Tico Konko, les Eric Asli, les Almen Abdi, j'en passe, c'est des meilleurs. Euh, Déjà, Bernard, je l'ai connu au mois de 21 de l'équipe nationale. Mhm. Et humainement, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Au niveau entraîneur, je pense qu'au niveau humainement, c'est vraiment top niveau. J'ai vraiment adoré jouer sous les ordres de Lucien, de Bernard. Euh, c'est quelqu'un qui m'a énormément apporté humainement, qui était toujours à l'écoute, qui était toujours là pour me mettre les joueurs très bien. Et j'ai énormément de respect pour lui. Et, c'est quelqu'un qui était capable sur des matchs de transcender une équipe comme j'ai rarement vu. Il était exceptionnel pour ça. Vraiment, c'est des matchs clés, des matchs importants que tu penses c'est pas possible de gagner. Il était capable d'inventer un truc pour transcender un groupe, de transcender un joueur. C'était assez exceptionnel. Et là aussi, ça a matché. On avait un super groupe avec des joueurs vraiment de top niveau. Je me rappelle, il y avait Yacine à ce moment-là, Chikawi, je crois, quand on gagne. Chikawi, exactement, ouais, Ouais, exactement. Chikawi, qui est un joueur exceptionnel, qui aurait pu faire une carrière où il aurait pu être dans les 10 meilleurs joueurs du monde. Vraiment, il avait tout, vraiment tout pour être incroyable. Après, on avait Djuric aussi, un très bon joueur. Il y avait Nkonko, milieu international nigérien, Tico. Il y avait Ouais, Alphonse devant. Il y avait ouais, Asli, aussi un super joueur. Derrière, il y avait Anu Tinen. Il y avait Alain Rocha aussi qui était là, un autre Vaudois. Il y avait vraiment des excellents joueurs. ouais. Djuric, ça fait partie des joueurs qui, sur le côté, m'ont le plus impressionné. Je me rappelle à cette période-là, sa qualité et de débordement et d'élimination en 1 contre 1. Je me rappelle qu'il m'avait marqué ce joueur. Dans les mois qui suivent ce nouveau titre, donc dans les semaines qui suivent, vous faites les qualifications pour la Ligue des Champions, vous passez Maribor, vous passez Ventspils, et arrive le moment où tu vas connaître, comme joueur, tu vas connaître la Ligue des Champions avec Zurich, avec ce tirage, 5 étoiles, Real Madrid, AC Milan, Olympique de Marseille, 17 Ligues des Champions cumulées à eux trois à l'époque. Le Real repart sur sa deuxième génération de Galactiques, puisque c'est le même été où Cristiano Ronaldo, Kaká et Benzema signent au club. Quelle émotion as-tu ressenti au moment du tirage au sort quand il y a ces grands noms d'Europe qui sont sortis? Je pense que tu peux pas rêver de mieux. Tu peux pas rêver mieux presque. Ah, peut-être un club anglais, mais sinon, pour nous, c'était
Ouais, de vivre la Champions League, c'est comme de vivre une Coupe du Monde, c'est un rêve de gosse. Donc, quand tu peux jouer contre des équipes pareilles, c'est quelque chose d'incroyable. Moi, je n'ose même pas imaginer, parce que c'est quand même, tu dis, le premier match de poule au Letzigrund, c'est Zurich Real. Oui. Il y a un côté, mais je n'ose même pas imaginer les jeunes joueurs de Zurich à l'époque qui ont dû se dire, t'accueilles le club le plus titré d'Europe à Zurich, quoi. Et Non, je n'ose même pas imaginer. il y avait une ambiance incroyable. Déjà, à l'entraînement, je sais plus combien de supporters zurichois étaient venus voir le dernier entraînement. Il y avait une énergie dans la ville qui était juste exceptionnelle. Ouais. Ouais, d'ailleurs, ce premier match, comme il disait, c'était face au Real où tu as un penalty à la 64e minute face à Iker Casillas. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? J'étais le tireur de penalty et je m'entraînais toujours pendant la semaine contre un gardien qui s'appelait Guatelli. Et je disais toujours, si je rate, je te donne 100 balles. Pour me mettre vraiment, pour me mettre un peu dans ce truc où tu es un petit peu sous pression. Et puis cette saison-là, je crois que je mets 5 ou 6 pénaltys, j'en rate aucun. Et puis j'étais vraiment dans ce mood-là. Donc j'étais habitué pas habitué parce que mais j'étais déjà programmé à essayer de mettre le penalty. Puis je l'ai mis exactement où je mettais d'habitude. Ouais. Donc finalement, pas de changement de routine dans un match Non, spécial. non. Tu as l'autre, enfin, le grand fait d'armes de cette phase de poule se produit le 30 septembre 2009, puisque vous allez donc jouer à San Siro contre l'AC Milan sur ce deuxième match de poule et vous gagnez corner de Gaïc, talonnade de Tinen en l'air qui fait un 360 degrés et vous remportez ce match 1-0. Est-ce que tu arrives à nous raconter peut-être quelques détails sur l'avant-match? Comment est-ce que vous arrivez à Milan? Est-ce que tu as l'impression que vraiment ce match-là, il y avait quand même un espèce de plan pour battre Milan, puis l'après-match, l'ambiance dans le vestiaire, ça devait être extraordinaire. Je me rappelle, on avait changé de système. Bernard, il avait décidé, il a dit, OK, on joue au 4-4 de Losange. Parce qu'il dit, Milan, il faudra être fort dans l'axe, faire la possession dans l'axe, on peut faire un coup. Et l'avant-match à Milan, dans quoi, l'hôtel, Bernard, comme il en a l'habitude, il tente quelque chose, il met la musique de la Scala à Milan, à coin. Il a dit, écoutez ça, fermez les yeux, écoutez cette vibration, écoutez cette voix. Prenez ça ce soir, il faudra jouer avec cette énergie-là. Et puis on avait fait un super match. Je me rappelle, je crois que c'est Zambrotta à la fin qui tape le poteau à la 94e. Exactement. Et puis après, il siffle la fin. Je me rappelle Bernard qui a les yeux au ciel, qui est immobilisé pendant 2 minutes. Il regarde, il bouge pas, comme s'il n'y croyait pas. Je me rappelle cette image, elle était forte. C'est un moment vraiment particulier, vraiment très émouvant. Ouais, c'est extraordinaire ce match parce que Milan, on est bien d'accord, n'est pas dans sa meilleure période. Leonardo vient de remplacer Ancelotti et tout ce qu'on veut. Ils sont en crise offensive comme c'est pas permis. Mais enfin, c'est extraordinaire parce qu'en plus le début de championnat de Zurich cette saison, elle n'avait pas phénoménal. Et on se demande souvent comment vous allez arriver contre le Real, contre Milan, contre Marseille avec un championnat en dents de scie, quoi. Et ça devait être quelque chose de fabuleux, quoi. Ouais, surtout qu'on n'avait pas un gros contingent. Donc Ouais. on n'arrivait pas, puis c'était aussi le manque d'expérience de vivre. On n'était pas le FC Bâle qui avait l'habitude de jouer la Champions League, l'Europa League chaque saison. Et nous, c'était vraiment la première fois, je crois, depuis longtemps. Et on n'avait pas le contingent pour enchaîner tous les 3 jours des matchs de grande qualité. Je crois 3 jours après Milan, on perd à Bellinzone. Je crois. 3-2, je crois. Bah oui. Et ça reste pas anodin pour un club suisse de gagner en Italie non C'est plus. les Hein. aléas de ce genre de saison, hein. Ouais. C'est pas Et ça, quelque chose de. c'est surtout une question physique ou au niveau de l'influx nerveux, il y a quelque chose qui redescend beaucoup après ce genre de match exceptionnel, des déplacements, enfin des matchs après contre Bellinzone dans la foulée. C'est émotionnel. C'est émotionnel parce que quand tu n'as pas l'habitude de jouer tous les 3 jours et de battre une grande équipe sur la scène européenne, et puis que 3 jours après, tu dois aller jouer au communal, alors qu'avant, il y avait 60 000, et puis là, je ne sais plus combien, il y a 2000 personnes.
sur un terrain où tu as déjà fait 11 km, 12 km 3 jours avant, et puis qu'on arrivait, c'est émotionnel, physique aussi, mais beaucoup, beaucoup mental. C'est beaucoup mental. Et on n'avait pas fait un match, pas un mauvais match, on a raté 2-3 occasions, puis Bellinzone avait mis leurs occasions, leurs rares occasions, puis on l'avait prise comme ça. Ouais. Donc, mais c'est beaucoup mental. Et à la fin de ton aventure au FCZ, tu t'engages du côté de Sion. Un transfert qui était un peu surprenant tant tu semblais installé dans l'équipe d'Urs Fischer. Pourquoi ce choix? Je sais pas. C'était la fin d'un cycle à Zurich. Ils voulaient reconstruire quelque chose avec des joueurs plus jeunes. Donc, on est un peu tous partis pendant cette période-là. Et à ce moment-là, je dois dire, j'étais un petit peu. Ouais, déjà, je devais signer à Neuchâtel Xamax de Chagaïev. Ok. Et Chagaïev n'avait pas donné les garanties bancaires 1 ou 2 mois avant, donc j'ai dit, je ne peux pas venir avec Xamax. Et, ouais. Et après, Sion est venu, Sion était 3e du classement, Sion jouait le titre, avait envie de faire une grande équipe, que Zurich voulait plus. Il voulait investir vraiment sur les jeunes. Il n'y avait plus l'ambition de jouer le titre. Et après, on l'a vu sur les années, sur les 4-5 prochaines années. Et j'ai fait ce choix-là. Ouais. Mais c'était une phase où j'étais un petit peu moins bien. J'avais été un petit peu blessé. J'avais mon 2e enfant. Donc j'ai dit peut-être je me rapproche un petit peu de la Romandie. Et puis c'était un choix un petit peu comme ça. Voilà. Mais que je regrette pas, dans le sens qu'il y a eu des choses vraiment intéressantes aussi à FC Sion. J'ai connu des gens fantastiques. Après, au niveau footballistique, c'était extrêmement compliqué. Mais voilà. Ça m'a apporté beaucoup aussi. Ouais. Parle-nous un peu du conflit qui t'oppose alors à Christian Constantin après une défaite 4-0 à domicile contre Getse. C'était le 16 mai 2013 et qui amorce un peu le début de la fin de ton aventure à Tourbillon. Déjà, j'ai fait 1 année et demie à Sion. J'ai eu 11 changements d'entraîneur. Ah oui, ouais. Et Sion, c'est particulier. Et c'était une période où, vous savez, vous êtes dans un vestiaire où si vous jouez pas, vous savez qu'il y aura des changements d'entraîneur. Donc, vous créez un climat malsain entre les joueurs, entre ceux qui jouent, ceux qui jouent pas. Et ça, c'est pesant. Je me rappelle, il y avait Gattuso aussi là. Il m'avait dit, vous saviez, une année à Sion, c'est comme 10 ans à Milan. Il m'a dit, non, mais c'était incroyable. J'ai Gattuso, il pétait un câble. Dans le vestiaire, il avait craqué. Et puis c'était ça, c'était l'accumulation. On aurait pu jouer les 3 premières places. Il y avait un climat entre les joueurs qui n'était pas sain. Le club, c'est particulier aussi. Même si c'est un canton de foot, vous sentez une énergie en Valais qui est vraiment assez fantastique. Mais c'était vraiment voilà, un climat malsain. Et puis à un moment donné, j'ai explosé, j'arrivais plus. J'arrivais plus. Gattuso, tu t'en parles dans cette ambiance-là, est-ce que il arrivait quand même à calmer un peu l'ensemble du vestiaire ou c'était au contraire, enfin, l'un de ceux qui pétait le plus un câble, si tu me passes l'expression. Euh, Après, bon, il a fait 6 mois joueur. Et puis après, Mhm. CC il avait demandé qu'il l'entraîne et lui, il voulait pas forcément. Donc, il avait insisté. Puis pour finir, il avait dit OK, je le fais. Et après, il l'avait remercié. Et c'était vraiment particulier. Il était assez. Le problème, c'est que Gattuso, il faisait des fois, le président, il l'appelait à 1h du mat. 2h du mat. Ouais. Et c'était compliqué. Franchement aussi, c'est particulier. C'est un club incroyable avec un canton exceptionnel, avec une énergie où tout le monde est là pour les sessions. Mm. Mais c'était vraiment c'était vraiment 1 année et demie qui était vraiment compliquée. Et Gattuso, il essayait de faire un petit peu la soupape, mais c'était difficile. Ouais, après,
après 6 mois sans club, où la presse semblait un peu t'envoyer à Zurich et Berne, tu t'engages finalement au Servette FC en début 2014, alors que le club grenat évoluait en Challenge League. Parle-nous de ce choix. En fait, je suis arrivé à Servette début. J'avais pas fait de préparation. J'ai fait 3 mois extrêmement compliqués. Le choix de Sion était compliqué parce que gentiment, au niveau de la carrière, c'était plus difficile. Et j'avais perdu un peu cette flamme à l'intérieur qui te permet d'être vraiment au top niveau. Et j'arrivais pas à retrouver un certain niveau qui me permet de pouvoir rebondir au meilleur niveau possible. Et Servette, j'étais à la rue physiquement. Parce qu'il faut savoir que quand je suis parti du FC Sion, je venais de faire 2 opérations au genou. Donc c'était un petit peu compliqué. C'était un moment que je revenais d'opération, que j'avais fait quelques matchs, mais je n'étais pas encore en forme. Puis après, pas joué pendant 8 mois. Après, Servette avait beaucoup d'espoir sur moi parce qu'il voulait absolument monter, mais je n'étais pas du tout prêt. Donc c'était compliqué, vraiment compliqué. Et aussi, je suis arrivé dans un club où ils ont changé d'entraîneur. C'était pas le meilleur moment, je pense, pour tout le monde. Et raconte-nous ensuite ton retour au Lausanne Sport, où tu vas terminer ta carrière de joueur. Après Servette, j'ai fait une année. Parce qu'il faut savoir, à ce moment-là, j'étais embêté parce que j'avais le tribunal avec l'FC Sion. J'ai voulu partir avant à DC United à Washington où j'ai pas eu l'autorisation du FC Sion, donc c'était compliqué. Et après, j'ai fait une année sans club. Et après, je suis revenu au Lausanne Sport où Fabio Celestini pardon, est venu me chercher. Et j'ai fini, j'ai fait 2 saisons. Une année, on monte en Super League. Et après, on se maintient. Puis après, j'ai arrêté. Je pense que j'étais un très bon coéquipier, mais individuellement, j'étais pas au top, j'arrivais pas à retrouver cette flamme, pour être au top niveau. J'ai eu énormément de peine à être très performant et régulier. Ensuite, tu as donc entamé une carrière d'entraîneur. Comment t'es venue l'idée du coaching? Ça, c'est la première question. Et la deuxième en une, tu coaches en ce moment les moins de 19 ans de Lausanne. C'est d'ailleurs à cette occasion-là que je t'ai retrouvé. Quel bilan est-ce que tu tires au niveau personnel de ton expérience actuelle avec les moins de 19 ans du Lausanne Sport? Euh, Très intéressant. Après la carrière, j'ai fait une année où j'ai rien eu. Après, Lausanne est venu me chercher, ils m'ont demandé si je voulais être talent manager. J'ai fait 3 saisons talent manager. Et puis dans le staff de Giorgio Contini en première équipe au Lausanne, c'était très enrichissant. Et après, je me suis dit, il faut voir si j'ai envie de coacher, si j'aime coacher. Donc, j'ai pris les moins de 15 de Team Riviera-Chablais, qui faisait partie de Team Vaud. Et j'ai eu énormément de plaisir. Après, j'ai pris les 15 de Lausanne, 16 et maintenant 19. Et j'aime bien transmettre un petit peu mon expérience, essayer d'apporter beaucoup aux jeunes. J'ai beaucoup de plaisir à coacher. Et après, l'envie, ouais, quand j'étais jeune, quand j'avais 20, 21 ans, je me suis dit, coacher, ça pourrait être intéressant. Et puis après, j'étais pas sûr à la fin de la carrière. Puis Gattuso m'a dit, mais j'avais une discussion avec Rino. Il m'a dit, mais il faut que tu coaches parce que tu es calme, tu as une bonne vision. Essaye de coacher. Il m'avait toujours dit ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Est-ce qu'il t'a dit t'es plus calme que moi? Bien Et secret. je suis trop fou sur le banc. C'est compliqué. Mais il m'a dit, essaye toi de coacher parce que tu as une bonne vision, tu es assez calme, tu es assez rassembleur avec les gens. Donc, tu pourrais faire un bon coach. Et il m'avait dit ça au FC Sion. Et lui, il a pris vraiment un adjoint qui est très calme. Puis moi, je besoin d'un adjoint qui est un peu plus, qui est un peu plus comme lui. Mm. Finalement, dans ta carrière, quel est ton souvenir le plus marquant émotionnellement à Xamax et même oui, plus généralement dans ta carrière aussi? Déjà, quand j'étais gamin, on était fan de Xamax à la maison. Parce que nous, on vient du Nord Vaudois, c'est soit tu étais de Lausanne, fan de Lausanne Sport, et soit tu étais fan de Neuchâtel Xamax. Et nous, on était une famille très proche de la famille Facchinetti. On allait voir tous les matchs. Je me rappelle l'époque Ossan Hassan, les matchs contre Real Madrid, contre l'Inter.
vu qu'on était proche de la famille Facchinetti, après les matchs, des fois, on mangeait avec les arbitres. J'ai vraiment ce souvenir-là en tant que gamin. J'ai parti du Rivella Club. Et je me rappelle, c'était l'Impartial ou l'Express, je ne sais plus quel journal. Quand j'avais 10 ans, j'avais le maillot de Xamax, le short de Xamax, et j'étais affiché au grillage. Et puis il y a une photo, et c'était marqué ce supporter xamaxien ne veut pas manquer une miette du spectacle. Et puis à côté, il y avait un joueur xamaxien sur la photo. C'était Walter Fernandez qui est devenu mon agent. C'était assez marrant. Et puis Ouais. j'ai toujours voulu jouer pour Xamax quand j'étais jeune. Parce que c'était vraiment le club de mon père, qui était vraiment fan de Neuchâtel Xamax. Et le fait de jouer pour Neuchâtel Xamax, c'était quelque chose de magnifique pour mon père. J'imagine qu'après, quand tu vas jouer dans le club suivi par la famille, bah forcément, c'est une émotion encore décuplée, hein. C'est ça, pour mon père, j'ai vu beaucoup d'émotions quand j'ai joué pour la première fois pour Neuchâtel Xamax. Et, l'entraîneur qui est le plus compté pour toi dans ta vie de footballeur et pourquoi? Est-ce que t'en as un en particulier qui ressort? Je pense que j'ai beaucoup d'entraîneurs qui m'ont apporté beaucoup. Déjà Radu Nunweiler au Lausanne Sport, qui m'a permis d'avoir mes premières minutes en Super League, et c'est un ancien numéro 10 très fort techniquement. Ça m'a apporté énormément. Aussi dans le club où j'ai pu finir ma formation après Yverdon. M'a apporté beaucoup. Après Lucien Favre, bien évidemment, qui était aussi un ancien numéro 10. Donc, dès que je suis arrivé à Zurich, c'était exactement les entraînements que j'avais besoin. C'était exactement la philosophie de jeu. Tout était aligné pour moi, pour mon développement. Et c'est quelqu'un qui m'a amené le souci du détail technico-tactique. Beaucoup de conseils aussi très précieux avant les entraînements, après les entraînements à la vidéo. Il m'a beaucoup apporté. Et puis Bernard Chalante sur l'aspect humain, il était exceptionnel avec moi. Vraiment, vraiment quelqu'un de vraiment incroyable. Et parmi tes coéquipiers les nombreux coéquipiers que tu as pu rencontrer dans ta carrière, c'est quoi les noms le nom de ceux qui t'ont particulièrement impressionné? J'ai beaucoup aimé la simplicité de Patrick Muller. Patrick Muller est exceptionnel. L'humilité, la gentillesse, quelqu'un qui était toujours là pour mettre en confiance les joueurs. J'ai beaucoup aimé vraiment ce joueur-là. Après d'autres, Chikawi m'a beaucoup impressionné. Vraiment, il avait, je pense, le corps, les qualités pour être un des meilleurs joueurs de la planète. C'était incroyable. Vraiment incroyable. Mais malheureusement, il avait été blessé longtemps. Il a 2-3 ans avec des douleurs chroniques au genou. Mais c'est un joueur qui aurait pu être un des meilleurs joueurs du monde. Sinon, d'autres, je l'ai connu beaucoup qui m'ont apporté aussi énormément. Mais je dois sortir ces deux joueurs-là, c'était deux joueurs qui m'ont vraiment impressionné. Rino aussi, dans sa façon d'être, dans son professionnalisme, peut-être. Ino, dans le professionnalisme et cette volonté de toujours vouloir gagner. Ouais. Et je me rappelle à Sion, c'était l'hôtel du président à Martigny, on jouait au foot tennis en bas. Et je jouais souvent contre lui. Et des fois, j'avais juste pas envie de gagner contre lui. Parce qu'il voulait tout casser, quoi. Ah là, mais impressionnant. Impressionnant, Tu sais- mais le moindre Ouais. petit détail, le petit jeu, ils veulent gagner. Mm. Et je me rappelle, on avait joué à Brigue aussi pour un match. Il y avait l'équipe suisse, l'Italie, et puis un peu le reste du monde. Il y avait plein de légendes. Mm. Et on avait joué contre l'Italie. Et à un moment donné, il a insulté Materazzi parce qu'il avait fait une connerie. Puis c'était un tournoi de gala. Il m'avait mis un immense tacle aussi. Mais il est comme ça, Rino. C'était pour ça aussi que les gens l'adorent. C'était vraiment ce cœur, cette volonté de jamais rien lâcher, de tout vouloir gagner. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Et après, bien évidemment, Ronaldinho. J'ai adoré aussi jouer contre lui. Exceptionnel. Ronaldinho, c'est pour moi le meilleur joueur de la planète. Techniquement, c'est incroyable. Ouais. Incroyable.
Ouais, tu parles de Ronaldinho, ça répond un petit peu à la question qui était plutôt la même chose, mais chez tes adversaires. J'imagine aussi que du côté de tes matchs européens, t'as pu voir ce que c'était que le niveau des très très grands joueurs. Oui, et tu vois souvent, le niveau des grands joueurs, c'est la constance. Ils étaient souvent vraiment très réguliers. Et je pense que c'est ça qui fait la différence si tu arrives à t'imposer à l'étranger ou c'est plus compliqué. Tu vois, vraiment, bien évidemment, il faut un petit peu de réussite, il faut un petit peu de chance, mais vraiment, mentalement, les joueurs à l'étranger, ils arrivent à, même ils font une grande performance ou s'ils ratent des choses, ils arrivent à switcher très rapidement. Et ça m'a vraiment impressionné. À l'heure actuelle, pour toi, c'est qui un peu les 3 meilleurs milieux offensifs dans le monde? Bon, moi j'adore Bellingham. Moi, je suis un big fan de Bellingham. Mm. J'adore. Après, tu en as plein, hein. Mais si je dois sortir trois, après, tu as milieu offensif. Il y en a plein, mais qui je peux sortir? Oh, purée. Le Bellingham, il sort bien du lot ces temps-ci, c'est clair, hein. Ouais, moi, Bellingham, j'adore. Moi, le style Bellingham, j'adore parce ça me fait penser beaucoup à Zidane. Ouais. Il me fait beaucoup penser à Zidane dans sa gestuelle. Bien sûr, il est plus costaud que Zidane était, mais dans les gestuels, dans les passements de jambes, dans l'intelligence de jeu, il y a des traits de Zidane. Et j'aime beaucoup lui. Ouais. Après, il y en a d'autres qui sont monstrueux aussi, hein. De Mais, Bruyne, peut-être. ouais, De Bruyne, j'aime beaucoup, bien sûr. De Bruyne est monstrueux. Après, qui je peux dire encore? Pedri. Ouais. Ouais. La Pedri, quoi. C'est bien Ouais. parce qu'en plus, c'est un appel un appel au futur parce qu'il est encore très, très Oui, jeune. exactement. En tant que natif de Reims, est-ce que tu as entendu parler du buzz fait par un certain Sébastien Guay, entraîneur du FC Reims, en juin 2022? Et est-ce que tes discours sont-ils aussi remplis d'expressions et d'accents vaudois comme les siens? Ah, mais j'ai adoré son interview, elle était exceptionnelle. Je connais bien Sébastien. Hmm. Je sais pas, j'ai moins l'accent vaudois que Seb. Même si j'ai un petit accent Alors quand même. clairement, oui, effectivement. Et en tant que Neuchâtelois, vous pouvez pas trop parler, hein. Hmm. Non, je rigole. Mais non, mais l'interview était top niveau. Il a transcendé ses joueurs, puis ils sont montés, je crois, suite à cette interview et ce match-là. Mais non, Ah, j'ai pas les- je suis pas très, je suis pas un excellent orateur, hein. Non. c'est vrai que ces moments d'avant-match, moi, c'est toujours des moments qui sont assez phénoménaux à regarder parce que c'est un peu là qu'on voit l'osmose un peu du vestiaire. Et quand en plus, il y a des éléments un peu comiques avec des expressions un peu inattendues et un accent marrant, bah, c'est des plus-values qui sont souvent assez sympathiques. Ouais. Ouais. Cette année, Lucas? pour cette année, est-ce que tu as ton pronostic pour la Super League et la Challenge League sur qui sera champion, qui montera, qui descendra? C'est quoi un peu ton pronostic sur le football suisse de cette année, de cette saison plutôt? Euh, je pense Lugano, c'est en Super League, je pense que c'est l'équipe la plus homogène. Mais je vois bien aussi Bâle qui revient en force. Donc je pense que ça va se jouer entre Lugano et Bâle. Et après, pour la descente, peut-être peut-être jouer à Winterthur, ils sont un peu moins bien Winterthur. Je pense que Getse va se sauver. Ok. Pour la montée en Super League, je vais dire Thun qui va monter directement et que ça max barrage. C'est gentil. T'es optimiste, Xavier, On on aime. signerait en tout cas, oui. On signerait. On signerait pour un barrage à l'heure qu'il est, hein. Ouais, même si Mais Caro, avec URCA, c'est pas mal, hein. Ouais, ouais, c'est très très beau bon. projet. Mais c'est vrai Ouais. que pour la Super League, Lugano en tout cas partait avec l'équipe
la mieux remplie, parce qu'ils ont une équipe qui est faite pour jouer un peu en même temps l'Europe. Hein. Il y a pas mal de tournus dans l'équipe. Même si effectivement ce FC Bâle, que personnellement j'attendais un peu moins cette année, joue décidément vraiment le titre aussi. Donc il y a une belle course au titre qui s'annonce dans cette Super League là. C'est très homogène. Comme Il y a dit. une il y a une belle énergie hein, du côté du FC Bâle, mais j'ai un peu peur que ce soit le jeu défensif qui leur fasse défaut quand même. Ils encaissent beaucoup. Ouais. Mm. Enfin, Ouais. ils ont, je sais pas, mais par contre c'est vrai que je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête en fait, je dis ça, mais effectivement, je pense que pour Lugano, je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a peut-être une équipe qui est un peu plus cohérente parce que effectivement ils ont recruté, ils ont beaucoup recruté, enfin ils ont bien recruté surtout, et ils ont une équipe qui est faite pour jouer sur plusieurs tableaux. Il faut dire qu'ils jouent l'Europe en même temps. Mhm. Ils arrivent bien à gérer les deux. Mhm. Ils arrivent bien à gérer les deux, donc ça c'est intéressant. Et Ouais. Bâle est un peu moins bien dernièrement que. Ils avaient fait un bon mois de novembre, mais là ils sont un peu moins bien. Et aujourd'hui ils ont fait nul de nouveau, je crois. Ouais, ils Ouais. sortent sur 2 matchs nuls, mais Ouais. globalement, on se disait ça un petit peu avant ça avec Mathéo. J'ai l'impression que sur le haut de tableau, pour le moment, ils font un peu tous des points en même temps et ils les perdent un Ouais. peu en même temps aussi parce qu'on a ce haut de tableau qui évolue pas trop depuis quelques matchs. On a toujours ces 1, 2, 3 points de retard, enfin d'écart Mhm. entre 3, 4, 5 équipes. Donc c'est vrai que pour le moment, ça évolue pas beaucoup. Ils font un peu tous les mêmes résultats, j'ai l'impression. Donc, Ouais. Ouais. ça contribue au fait qu'on ait ce championnat un peu fou avec peut-être quand même un avantage sur des équipes comme Bâle et Lugano. Ouais. Puis le Lausanne Sport fait son trou hein, quand même, on n'en parle pas, mais voilà, ils sont qu'à 4 points de Oui, la première place. Hein. Très bonne oui, période oui. actuellement, ouais. Après, Ils- Ouais, je t'en prie, Xavier. Vas-y. Pardon. Non, vas-y. Ils ont des très bons joueurs. Mm. Ils ont vraiment des très bons joueurs sur le plan offensif. Ils ont bien recruté. Vous avez là un milieu de terrain vraiment qui vient du Sporting, qui est vraiment intéressant, Quadrelli. Devant, c'est intéressant. Il y a Sanchez aussi qui est en train de franchir un palier. Non, ils ont vraiment une équipe intéressante, homogène, et j'espère qu'ils arrivent à être dans les 6. En tout cas, c'était l'objectif annoncé. Ouais. Ouais, Ouais. je pense que si on prend la trend du deuxième tour, Lausanne, ils doivent être dans le top 3, hein, facile. Oui, Oui, mais après, Ouais, ouais. on voit que c'est serré. Parce que si tu perds un deux matchs, tu peux vite être 6-7e. D'un coup, tu gagnes, ouais. tu peux vite dans les 2-3 premiers. Mais l'objectif annoncé du club, c'était vraiment de finir dans les 6. Et je pense qu'ils ont de grandes chances de finir dans les 6. Ouais. Et puis je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont encore dans la course et qui se trouvent autour de cette barre de la 6e place, qui sont très loin d'avoir dit leur dernier mot pour moi. Donc là, ce que je répète depuis le début de la série positive du Lausanne, c'est que pour moi, la vraie course pour les dernières places du top 6, elle va se jouer entre les matchs 22 et les matchs 23, et le match 22 et le match 23. Hein. C'est mon avis. Mhm. Non, c'est possible. Ouais. Mm. Quel est le... Pardon, je t'en prie, Michael. Excuse-moi. Ouais, non, Non, je vais essayer de reprendre le relais. Alors, vous l'aurez compris, chers auditeurs, on a quelques petits soucis un peu. Enfin, j'ai quelques petits soucis de connexion avec Discord, donc on va pas vous cacher la réalité. Mais là, ça semble être un peu réglé. Donc, on va parler un peu maintenant de l'actualité du club et d'hiver. Quel est le premier nom qui te vient en tête, Xavier, quand on te dit que ça, Max? Gilbert? Ouais. Quand même, hein, tu l'as mentionné avant, vous étiez très très proches. Donc, c'est assez logique. Alors, ton passage avec Xamax remonte à, ça nous rajeunit pas, Xavier, hein, à une vingtaine d'années maintenant. Est-ce que tu as encore des contacts avec tes anciens coéquipiers de Xamax de l'époque? Avec Steve, de temps en temps, oui. Steve, Noot, Pascal Opliger aussi. Après, j'ai eu Jeff Bedeni qui est pas si longtemps aussi. Sinon, c'est à peu près tout, sauf ouais. Mm. Ouais, bah des gars de l'époque, hein, pas assez contemporains. Sinon, David Sen aussi, qui était mon entraîneur adjoint, que j'ai au téléphone régulièrement aussi. Ouais. Quels anciens coéquipiers, que ce soit de Neuchâtel ou d'ailleurs, restent encore aujourd'hui tes meilleurs amis issus du football? Tes super potes du foot, ce serait qui? Bah, déjà, Arnaud Buller, qui était. On a joué attaqué ensemble au FC Reims, donc c'était assez marrant. Et après, on a pu finir les deux professionnels, donc
Ouais, on jouait tout le temps ensemble dans le village. Et puis c'était vraiment quelque chose de fort après de se retrouver ensemble au niveau professionnel. Euh, Après, Alexandre Alphonse, que j'ai beaucoup de contacts. Johnny Leoni, aussi beaucoup de contacts. Puis après, Alain Rocha, avec qui on a joué aussi depuis qu'on a un âge de 13-14 ans. On est toujours un petit peu au contact. Et c'est vrai qu'après, on a tous des vies bien remplies. Mais on essaie quand même de se voir une ou deux fois par année. Ok, on voit que c'est surtout les francophones du FC Zurich. Dans ta période à Zurich, tu as appris le Zürcher Deutsch ou bien? Je suis sûr, moi, il y était beaucoup de francophones. J'ai entraîneur Ouais, c'est vrai. francophone. Puis la moitié de l'équipe était romande ou française. Mais j'ai appris, là, je faisais des cours chaque semaine. Mais après, j'ai appris plus le Hochdeutsch parce que sinon, Ouais. du réduit, c'était compliqué. Mais Tu nous... d'ailleurs, Zurich, juste petite parenthèse, pendant une période, Zurich a eu besoin exclusivement d'entraîneurs romands pour gagner les titres parce qu'entre Daniel Jean Dupeux, Lucien Favre et Bernard Chaland, il a fallu que le talent venant du banc vienne de l'autre côté de la Sarine. Hein. Je le place comme ça, comme chambrage sympathique pour nos amis zurichois. Oui, c'est juste. Et puis, je pense que le dernier coach, c'était la première fois que c'était un coach pas francophone qui avait gagné le titre. C'était qui déjà? C'était. Ouf, ça remonte à encore plus longtemps parce que dans Jean Dupeux, c'est Ouf. vraiment. Je pense Castella. Non, Castella, c'était après avec Servette. Ouf, bonne question. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'était la touche romande globale de La presse, Yves la Garnier. RTS en tout cas, qui s'appelait la TSR à l'époque, aimait bien rappeler qu'il y avait une bonne touche romande dans ce FC Zurich quand même. Oui. Ouais. Effectivement. Alors, tu nous l'as dit avant, Xavier. Maintenant, toi, tu es impliqué dans le coaching et le coaching des jeunes. Quel est ton regard sur le football moderne actuel? Euh, euh, c'est beaucoup plus d'intensité qu'avant, ça c'est clair. Après, je me rappelle une phrase, je sais plus quel ancien joueur a dit. Guardiola, avec sa philosophie de jeu, il a un peu tué le game. Pardonnez-moi l'expression. Parce que il y a beaucoup de gens qui essaient de faire du Guardiola, il y a beaucoup de gens qui essaient de faire du City. C'est devenu la mode un peu. Et ça manque un peu, je trouve le football moderne manque un peu de créativité, manque un petit peu de liberté d'expression sur le terrain. C'est devenu très académique, je dirais. Il y a toujours des beaux gestes, mais si on regarde, il y a beaucoup moins de liberté pour les joueurs offensifs de créer qu'il y a une dizaine d'années. Et justement, cette touche-là, toi, en tant qu'ancien joueur offensif créatif, comment tu essaies de la transmettre aux jeunes Lausannois que tu coaches? Bah, j'essaye déjà d'essayer d'être très bon dans les fondamentaux et puis après leur laisser aussi de la liberté de pouvoir créer, de pouvoir s'exprimer sur le terrain parce que quand on est spectateur, on veut voir des gens qui fassent des gestes incroyables, qui marquent des buts, qui sortent de nulle part. Et je pense que c'est pour ça que les gens aussi viennent au stade. Et j'essaie de leur transmettre ça parce que pour moi, c'est extrêmement important. J'aime beaucoup Ancelotti comme il est au Real de Madrid parce que c'est quand même une équipe qui est assez imprévisible. On a l'impression le danger peut arriver de partout. Ils sont assez flexibles. J'aime beaucoup ça, ce côté-là. Et c'est un entraîneur peut-être ancienne école, mais j'aime beaucoup ces entraîneurs-là, comme Ancelotti, comme Lucien était aussi. Je suis moins fan je suis moins fan de Zerbi, je suis moins fan de Guardiola, même si c'est incroyable, c'est exceptionnel. Mais j'aime ce côté où il y a toujours la liberté de pouvoir créer, où c'est moins, même si c'est juste exceptionnel, les mouvements qu'ils font. Mais je suis plus fan vraiment des anciens coachs, je dirais. Ok. Ouais. Et puis, parce qu'il n'y a pas que le football dans la vie, comment tu aimes t'occuper? Quels sont tes loisirs, Xavier? Bon, déjà, côté coach, t'as pas beaucoup de loisirs, hein. Avec les enfants aussi. Ouais, c'est plutôt quand Non, t'es papa que t'as pas beaucoup de loisirs, hein, en fait. voilà, non, mais après, j'aime bien le cinéma, j'aime bien la musique, j'aime bien la danse, j'aime bien. Ouais, toutes sortes de choses. Tout ce qui est un peu Ok. lié à la créativité, à l'expression, j'aime beaucoup.
Alors, on arrive sur nos questions un peu traditionnelles de fin d'interview. Quel est le numéro de la personne la plus célèbre de ton répertoire téléphonique? J'ai aucune idée. C'est que tu dois avoir un beau carnet hein, quand même. T'as pas le numéro de Ronaldinho, mais... Non, Ronaldinho pas. Ronaldinho pas. Franchement, je sais pas. Moi, je suis pas très bon pour garder contact avec les gens. Ça, c'est un défaut que j'ai. Bon, si tu as gardé Alex Fry, on peut partir du principe que c'est un des les plus connus, hein, vu que tu as joué avec. Allez, je mettrais un en tant que Vaudois, le premier qui a gagné la Champions League de l'histoire en Suisse, Stéphane Chapuisat. Bah voilà. Ok, C'est on très aurait, mal. on aurait sans mauvais jeu de mots, pas craché sur la réponse Alexander Fry, mais Stéphane Chapuisat, ça nous va aussi. Oh là là. Du coup. Maintenant, alors Xavier, ça fait déjà 1 année et demie que nous existons, Xamcast bientôt, donc il y a beaucoup de gens peut-être que tu vas citer qui sont déjà passés à l'antenne, mais est-ce que tu peux nous donner 3 personnes que tu aimerais entendre à l'antenne de Xamcast? Jeff Benenick, il a déjà fait. Alors, Jeff Bedenick, on a eu des contacts avec lui, mais vu qu'il est impliqué au niveau de l'AS Saint-Etienne, c'est très très compliqué de l'avoir, mais j'ai eu des contacts avec lui qui remontent à plusieurs mois. C'était assez compliqué, mais on essaye, on essaye. Ok, bon, deuxième, André Wiederker. Alors, oui, il faudra qu'on puisse obtenir son numéro, mais j'aimerais bien l'avoir. J'espère qu'il pratique toujours le français comme il le faisait à l'époque. Et un troisième. Ouais. Si t'en as un Un troisième, troisième. Eric Astley. Eric Astley, ouais, il y a quelques personnes qui nous l'ont déjà cité. Donc voilà, si tu arrives à nous aider à retrouver la trace d'Eric Astley, c'est volontiers. J'ai essayé, parce que je sais pas si j'ai son numéro encore. Mais... Alors avec plaisir. Maintenant, un dernier mot pour nos auditeurs, Xavier. En tant qu'aussi supporter de Neuchâtel Xamax, qui est aussi un club très important pour moi, comme le Lausanne Sport et le FC Zurich, je souhaite que Neuchâtel Xamax puisse retrouver du succès et retrouver l'élite le plus rapidement possible. Ok. Alors merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation, Xavier. On va sans autre te libérer. On le rappelle, tu étais en direct de Manchester où tu es sur un stage de coaching ou tu es en vacances? Non, tu n'es pas en vacances. Si. Non, mais on a vu que Ineos à Manchester United aussi, Ah bah oui. on fait des échanges aussi. Il y a les gens de Manchester United qui sont venus il y a 3-4 semaines. Et puis là, je fais un stage de 5 jours à Manchester. Là, aujourd'hui, je suis dans l'hôtel Old Trafford, juste à côté du stade. Et puis demain, je vais à Carrington, au centre d'entraînement. Alors, si tu arrives à nous envoyer 2-3 photos sur WhatsApp, ça serait volontiers avec plaisir. Oui, je peux vous envoyer. C'est avec plaisir, ouais. Avec plaisir, Xavier. Donc, tu es en train de nous dire que Eric Ten Hag a été à la Pontaise il n'y a pas longtemps ou bien? On n'a pas De entendu quoi? la question. Ah bon. Ok. On n'a pas entendu la question, Mirko. Ok, pas de souci. Ok, alors on va pouvoir passer à la rubrique. Merci beaucoup Xavier, et puis on va passer à la rubrique suivante. Merci, Xavier. Merci à vous en tout cas. Merci. Ok, alors c'est Mathéo qui va enchaîner pour la suite le débriefing. Oui, alors on va passer maintenant au débriefing du match de ce vendredi soir, hein, puisque Xamax affrontait donc le Stade Lyonnais à Colovray. Défaite 2-1. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Michael, c'est qu'on est tombé, on est tombé dans le piège les pieds joints ce vendredi soir. Ouais, ouais, totalement. Alors, c'était c'est sûr que c'est le genre de match où on s'attendait clairement à ce que ça se passe mieux, sans sous-estimer cette équipe de Nyon qui sortait sur 2 nuls, je crois, donc qui quand même ont pu embêter des adversaires, mais effectivement, on s'est franchement cassé les dents. On débriefera un peu plus en détail, mais la faute aussi à une première mi-temps qui a été quand même très compliquée et ouais, on peut dire qu'on a eu la mauvaise surprise et qu'on a surtout fait la grosse mauvaise opération du week-end. Toi, en tant qu'observateur,
est-ce que tu t'expliques qu'on ait réussi surtout à aborder mentalement ce match sur l'aspect mental de façon aussi mauvaise quand on connaissait enfin les difficultés de ce match-là, on les connaissait bien à l'avance, on savait quelle équipe on allait affronter. Bah, disons sur l'aspect mental, je sais pas s'il y a eu un problème dans la façon d'aborder le match sur ce qui est mental, sur ce qui est de la façon dont on considère l'adversaire ou non. C'est dur à dire. Maintenant, je vois aussi qu'il y a un adversaire qui a proposé bien mieux que ce qu'il avait proposé lors venue, euh, de sa venue à la Maladière, où on s'en souvient, malgré un résultat serré sur le match, il n'y avait quand même pas grand chose à dire. C'était quand même vraiment un match où Xamax avait bien dominé. On voit qu'on est tombé face à un adversaire qui a quand même pas mal évolué par rapport à ça. J'ai trouvé qu'ils avaient franchement fait une très bonne première mi-temps. Et je sais pas, peut-être, est-ce que l'équipe était prête à ça? Je sais pas. Ça pose quand même un petit peu problème si ça l'était pas. Après, je veux pas forcément rentrer dans le procès d'intention de se dire que peut-être que mentalement on l'a pris à la légère. Je sais pas si on prend à la légère des matchs dans notre période actuelle, mais peut-être qu'on n'était pas prêt à ça parce qu'on est tombé face à un adversaire qui avait quand même beaucoup plus à proposer que lors de sa première venue à la Maladière. Et puis en plus, on va y venir maintenant avec le but de l'ouverture du score. C'est vrai qu'on prend un premier but. Bon, où notre ami Lyonnais réussit à enrhumer facilement son adversaire avant de frapper une première fois en direction de notre gardien, Meragic, et avec une reprise de ce ballon de la part de Yana qui est complètement seul dans les 16 mètres. Oui, et puis finalement ils en ont eu plusieurs comme ça, Nyon. Hein, sur le comment sur la mi-temps, franchement, s'est créé quand même pas mal d'occasions. Là, c'est quand même aussi un très beau geste hein, je sais plus si c'est Aïroulaou qui se fait un peu enrhumer. C'est quand même un magnifique geste, mais effectivement, on peut quand même toujours reprocher une certaine passivité. Le fait que tout le monde est un peu, l'équipe est un peu attirée vers le ballon et à la fin, sur le ballon repoussé de Meragic, ça revient dans les pieds d'un Nyonnais qui est quand même franchement libre avec sur un périmètre de plusieurs mètres. On peut toujours se poser la question du placement défensif qui a quand même fait défaut, mais il rentre quand même. Enfin voilà, il y a une certaine logique avec ce but. Nyon s'est quand même créé pas mal d'occasions et je pense que ça a encore une fois mis en lumière les problèmes qu'on a rencontrés derrière. Il y a quand même plusieurs situations où Union, des fois même en balançant un peu n'importe comment, ils ont créé du danger parce qu'on gérait pas forcément toujours les rebonds, les deuxièmes ballons, etc. Donc on a quand même montré une certaine fébrilité dont Union a parfaitement profité, surtout en première mi-temps, en se créant de bonnes occasions. Il rentre franchement dans cette logique-là, ce premier but, avec une défense peut-être un peu statique, en tout cas qui se fait facilement avoir sur un seul geste, même s'il est très beau. Et puis ensuite, ça suit pas trop avec un joueur qui se retrouve dans une position idéale pour la pousser au fond, malgré l'arrêt initial de Meragic. On est attiré par le ballon, on est quand même bien statique, hein, il faut le dire. Oui, oui, C'est mais clair, c'est clair. c'est ça. Mais je dis ça parce que sur le but, il y a Soro qui est défenseur droit qui vient fermer. Enfin, qui vient essayer de refermer. Donc au final, c'est pour ça que le joueur est libre. Mais mais ça c'est la conséquence de tout le comportement défensif sur l'action où finalement Airolao se fait complètement enrhumer sur le geste de l'attaquant. Soro vient décaler sur la gauche pour essayer de mettre la pression sur le joueur. Et malheureusement, l'arrêt de Meragic revient complètement dans les pieds du Nyonnais qui est du coup laissé libre par ce mouvement de la défense. Donc c'est un peu un tout. Hein. La défense a été traitée effectivement trop statique et puis s'est retrouvée hors de position. C'est quand même bien joué de Nyon et effectivement
ça montre quand même qu'il y a une vraie fébrilité parce que Nyon, c'est de loin pas la meilleure attaque. Mais sur plusieurs phases en première mi-temps, on a senti qu'on allait avoir du mal à tenir et on n'a effectivement pas tenu puisqu'il y a eu un deuxième but. Soit Et dans des puis, phases comme ça, en fait, excuse-moi Mathéo, dans des phases comme ça, soit on défend l'homme et du coup chaque joueur a un joueur précis à marquer et il doit le coller, il doit toujours être devant lui pour essayer de l'empêcher de contrôler le ballon dans des bonnes dispositions. Soit on défend la zone et chaque joueur a une zone à défendre dans les 16 mètres quand l'action est chaude dans les 16. Et si on fait ni l'un ni l'autre, on s'expose à des actions comme le 1-0. Parce qu'en plus, on peut pas partir du principe que le gardien va toujours faire l'arrêt soit en bloquant le ballon, soit en le déviant en corner ou en touche. Donc voilà, il y a un manque de réactivité. Et puis on est à mi-championnat maintenant et ces phases-là, elles sont beaucoup trop nombreuses. Vraiment beaucoup trop nombreuses. Oui, bon après à la base, le truc c'est qu'au début de l'action, tout le monde, enfin Soro est sur le buteur. Enfin le départ, le vrai déséquilibre il se crée par le le dribble du numéro 7 dont j'ai oublié le nom, qui passe à Irulao avec son espèce de roulette là. C'est ça qui crée le déséquilibre puisque Soro avait son joueur à la base. Mais ouais, C'était Peda, pro- ouais. C'était un beau pro- débordement de Nils Peda. Mm. problème dans le duel aussi sur cette action précise où c'est pas de la faute d'Aeolaou, mais où là ce duel est perdu. Le déplacement de Soro crée un espace et après le ballon arrive dans les pieds du joueur. Euh, Souci dans le duel, ouais, probablement aussi sur cette action. et puis, quand on parle du premier but et puis de statisme défensif, que dire du deuxième? Où là, ben, long coup de botte en avant depuis la ligne des 16 mètres. Là, ben, Aïroulaou et Soro qui se regardent un peu en chien de faïence. Et puis finalement, on se fait un peu abuser par Jeté qui passe tout droit et qui va fusiller un Omer Agic qui en plus, euh, oublie de sortir. Non, mais pour vous dire, moi, au début de l'action, donc c'est-à-dire quand le ballon est encore je crois, dans les bras de Mastil ou dans la défense lyonnaise, je me suis retourné pour mettre quelque chose dans mon sac à dos qui était derrière moi. J'ai pris 5 à 10 secondes, je me retourne et il y a but. Ouais. C'est assez fou. Ben oui, alors c'est vrai que le long dégagement, enfin ce long ballon, ça a l'air d'être un ballon anodin qui va finir dans les gants du gardien. Là, enfin, d'autant plus sur cette action-là, on en revient à nos carences défensives. Le but est cauchemardesque hein, quand même, on va pas se mentir. Après, qui est fautif, qui l'est pas, les deux défenseurs ont trop parié, je pense, sur la sortie de Domer Agic. Au final, le ballon est quand même sur le rebond. Sur le rebond, on voit le ballon est assez loin de Agic quand même. Donc je sais pas s'il était capable de sortir la prendre. Il y a peut-être un mix de plusieurs erreurs, mais je sais pas. J'ai l'impression que le duel a pas forcément été très bien géré. Enfin, il n'a pas été géré du tout finalement. Il y a eu une forte passivité des deux centraux. Euh, je sais pas. Est-ce que Omer Agic pouvait l'avoir En tout cas, les défenseurs semblaient que ça devrait être le cas puisqu'ils ils se Oui, sont mais complètement arrêtés. le ballon a un effet rétro en Ouais, fait. Au ouais. moment Moi, où il c'est rebondit, il repart en arrière. Donc ça rend la sortie de Meragic très pour moi compliquée, voire impossible. le rebond. Le rebond crée un. Enfin, on doit s'adapter sur le rebond parce que à partir de cette première touche au sol, la balle, on voit qu'elle ralentit. Elle a l'air quand même très verticale. Je suis pas sûr que Meragic pouvait l'avoir et là-dessus derrière, Non, non. il y en a pas un qui arrive à la dégager. Franchement, ça donne une séquence qui est honnêtement assez catastrophique et cauchemardesque. Là-dessus, manque de jugement sur le ballon, sa trajectoire, la sortie du gardien, peut-être la communication. Je sais pas si Omer Agic, qui la sent pas, doit dire à son défenseur de la dégager. C'est difficile à dire. Il y a probablement encore tout ça, mais sur la gestion de ce ballon, un peu dans la profondeur, ça a été assez horrible parce que franchement c'est un but que personne ne prend en Challenge League, hein, si on est honnête. Donc ouais, but assez catastrophique qui fait très mal, hein, clairement. Et là, bah, comme je disais,
les carences défensives, elles coûtent très cher. Et c'est malheureux que ce soit pas réglé à la mi-saison. Et ça a des conséquences sur, j'allais dire le classement, mais pas la position, mais sur les points, effectivement, parce qu'on a un top 2 alors que l'objectif c'est de les coller. On a un top 2 qui s'éloigne parce qu'on est dans une période où on a franchement du mal à à se sortir de la tourmente. Parce que là, franchement, il y a des buts qui sont franchement évitables. Ouais, on en revient à nos soucis avec ces fameux 33 buts encaissés. Et là, elle fait mal quand même, hein, cette action. Ouais, bah, c'est une action qui est finalement symptomatique de nos problèmes défensifs cette saison. Tu l'as dit, Mika. Moi, je suis quand même halluciné de penser que même contre le dernier, qui a une défense très très poreuse cette saison et qui a une attaque pas beaucoup plus efficace, qu'ils aient réussi finalement à faire cette première mi-temps face à nous. Alors, ils ont eux-mêmes eu le mérite de réagir, mais je trouve qu'on est incroyablement statique sur ces deux buts encaissés. Et puis, par la même occasion, on va revenir sur le but de la réduction du score avant, mais avant cette fameuse action qui amène à la réduction du score, on se crée pas grand-chose non plus dans le C'est un, jeu. c'est un petit miracle. C'est un petit miracle ce penalty. Il est cohérent. Enfin, il se siffle. Enfin, c'est pas un miracle dans le sens où l'arbitre fait une erreur ou quoi. Il y a penalty, mais il vient de nulle part. Et franchement, c'est probablement le pire parce que une fois qu'on a dit effectivement que Nyon, je trouve, hein, vraiment progressé par rapport à leur déplacement à la Maladière, parce qu'on est quand même tombé face à une équipe qui savait ce qu'elle faisait avec le ballon, même si on a des soucis derrière. Ça restait ça restait une équipe qui respirait pas non plus le grand manque de confiance, enfin qui transpirait pas un immense manque de confiance, etc. Il savait ce qu'il faisait avec le ballon et honnêtement en première mi-temps ça a plutôt bien marché. Mais le gros souci c'est que derrière, quand Xamax avait le ballon, on n'a pas senti on n'a vraiment pas senti les mêmes intentions balle au pied. Et franchement, il y a ce penalty qui vient un peu de nulle part. Avant ça, je pense pas qu'on ait franchement une vraie grosse occasion. Peut-être une ou deux, mais pas si immense que ça. Je sais plus. Maintenant, c'est un peu flou, mais c- ça a été quand même incroyablement stérile sur cette première mi-temps et finalement, on est dans une période où défensivement on a plus de mal et forcément, on en parlait un petit peu en début de saison. Quand on compense pas avec 3 buts par match, ça devient plus compliqué quand même de gagner des matchs. Et là, j'ai l'impression qu'on est vraiment là-dedans. C'est, c'est vrai que c'est quand même pas normal, sans faire, enfin, sans partir dans un truc, enfin, dans le discours basique de c'est le dernier, on doit marquer des buts, machin. C'est juste que c'est effectivement une défense qui prend beaucoup de buts. Et, et contre nous, elle a semblé, en première mi-temps, on parlera de la deuxième mi-temps après, mais en première mi-temps, on- elle n'a pas semblé en danger à un seul instant presque, sauf avec ce penalty et Fatkic qui les tire toujours aussi bien. Par contre, ça c'est la grosse satisfaction. Oui, tu l'as dit, c'est vrai que donc il y a ce penalty qui sort de nulle part. Maintenant, on a quand même un capitaine qui transforme ces penalties avec une régularité assez métronomique. Et dans le football d'aujourd'hui, quand on sait il y a de plus en plus de joueurs qui ont de la peine à les transformer à très haut niveau, hein. On a parlé de la Ligue des Champions tout à l'heure avec Xavier. Il y a certains joueurs au pluriel qu'on ne citera pas qui ont de plus en plus de problèmes avec les pénaltys. Fatkic, c'est vrai que il faut chercher, il faut trouver. La dernière fois qu'il a raté dans cet exercice-là, et il prend magnifiquement le gardien à contre-pied, hein, après. Par contre, là, l'exécution, elle est plus que clinique. Ouais, et quand je sais plus, à Lausanne, je sais plus s'il a pris à contre-pied ou si le gardien était parti du bon sens, mais en fait, c'est dans l'angle, hein, donc même si le gardien part bien, c'est dur à arrêter. J'ai l'impression que ouais, sans trop se poser de questions, il vise un côté ou un autre, mais vraiment dans l'angle petit filet. Donc il les tire vraiment bien et on n'en a pas eu tant que ça des penalties, mais là il y en a eu deux d'affilée. On voit à quel point c'est important et, sa technique de les prendre de prendre le gardien à contre-pied. Il a une aisance tout simplement dans ce domaine. Alors peut-être si l'échantillon grandit au fil de la saison, il y en aura peut-être bien un qui pourrait être manqué, mais
On voit quand même qu'on a un joueur qui est très fiable dans ce domaine. C'est forcément évidemment un point hyper important et un point de satisfaction. On verra combien on en aura sur cette saison, mais je suis serein quand je le vois s'élancer quand même. Et ça, c'est bien. Et puis, plus généralement, avant de passer à la deuxième mi-temps, c'est vrai que si on peut pointer du doigt un problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup trop de joueurs qui, dans cette première mi-temps, passent à côté individuellement et du coup, ça plombe également forcément la prestation collective de l'équipe. Oui, oui, bah c'est vrai. On va pas. On parlait de problèmes défensifs, mais même devant, c'est aussi le résultat de soucis individuels qui font que l'équipe a pas vraiment eu la possibilité de se créer des occasions. Donc, oui, sur le point de vue individuel, il y a aussi eu forcément des défaillances qui font qu'au final, on se retrouve avec une équipe qui est de loin pas à 100% dans ce match. Et même face au dernier, ça peut faire mal. Et là, c'est une belle preuve de ça avec ce match contre Lyon. Ouais, mais c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de la phase défensive, mais c'est vrai qu'offensivement, ça a manqué de cohérence, ça a manqué de disponibilité devant. Et c'est vrai qu'on était, enfin moi qui étais placé du côté du secteur visiteur, bah, j'avais notamment souvent Onyekashi devant moi en première mi-temps. Et c'est pas pour le pointer nécessairement lui du doigt, mais on voyait que il était souvent, bah, il faisait souvent des débordements et il y avait très très peu de mouvement autour de lui. Et on avait souvent l'impression de jouer à 3 contre 11 en phase offensive. À chaque fois qu'on essayait, qu'on tentait une attaque, il y avait toujours un Lyonnais qui était dessus, plus qu'un Châtelois. Et dans ces conditions-là, c'est compliqué de se montrer dangereux et de se créer des occasions. Oui, oui, bah, de toute façon, Euh, c'est assez simple, hein. Il y a même pas à citer un joueur en particulier. J'ai l'impression que offensivement, tout le monde a joué un petit peu, pas à l'envers, mais à contresens des autres. J'ai pas forcément ressenti, j'ai pas vraiment souvenir de circuits qui ont vraiment abouti dans cette première mi-temps. Donc, bah, voilà, en fait, on additionne tout ça et on a une attaque qui s'est retrouvée complètement inoffensive. Quand derrière, en plus, tu fais des erreurs, bah, ça devient quasi mission impossible pour revenir dans un match, quoi. alors à la mi-temps, Forte décide quand même de rebattre les cartes et puis d'opérer quelques changements. Et l'un des joueurs qui fait son entrée, c'est Demacha et qui se crée cette occasion assez tôt en Au finale, tout au début, ouais. final, au tout début de la deuxième mi-temps, où voilà, il tente assez spontanément sa chance. Et puis le gardien lyonnais qui va faire une super deuxième mi-temps va s'interposer déjà à ce moment-là. C'est le gardien Masti. On se dit à ce moment-là, voilà, c'est le début de deuxième mi-temps. On se crée après quelques secondes cette occasion. On vient de marquer sur penalty et on se met éventuellement à espérer de se dire que le penalty a eu l'effet escompté et qu'on va revenir. Est-ce que tu as eu cette impression-là aussi? Est-ce que tu t'es dit la même chose que moi plutôt? Bah, c'est plutôt l'entame de deuxième période qui laisse quand même vraiment des raisons d'être optimiste parce que je trouve que on a, bah, comme tu dis, il y a cette action tout de suite de Demassai et puis il y en a quelques-unes qui se sont enchaînées, je dirais, dans le premier quart d'heure. C'était, on va pas dire un festival, mais il y en a quand même eu quelques-unes qui étaient significatives. Donc, j'étais assez optimiste. Maintenant, le bilan à la fin, c'est que c'était pas assez. Alors, il y a quand même un Melvin Masti qui fait un super travail. Moi, c'est un gardien que j'aime beaucoup. Parce que je le voyais déjà jouer enfin, je le voyais déjà jouer en Promotion League contre Bienne. Il avait quand même déjà pas mal joué la saison dernière. C'est une belle arrivée pour Nyon qui le fait pas tout le temps jouer, puisqu'ils ont aussi Tim Swisher. Mais je pense que là, sur des matchs comme ça, c'est quand même le gardien qui a fait la différence pour faire les 3 points. Et parce que je suis un peu avec un, un sentiment un peu partagé à la fin. C'est que
Ce qui est un peu dur, c'est que même en ayant mal joué, etc., surtout en première mi-temps, euh, on peut se dire, le fait qu'on n'ait pas marqué cette égalisation, qu'on on peut estimer on n'a pas de marge et que finalement, ben, en ratant une première mi-temps, forcément, c'est plus compliqué de revenir. Mais à la fin, il y a quand même eu des actions et sans un Mastil aussi conquérant dans le but, peut-être que ça aurait pu passer, mais je pense que ça a quand même rien d'un coup de malchance, parce qu'à la fin, je trouve que ça s'essoufflait, plus la mi-temps avançait, plus ça s'essoufflait, et ça, je pense quand même, euh, je pense que c'est aussi à l'entraîneur de réussir à apporter ce second souffle dans sa deuxième période, en gérant tout simplement avec les changements, parce que des options offensives, il y avait presque que ça. Derrière, il y avait peut-être moins de monde, mais il y avait du monde sur le banc offensivement. Et ouais, on n'a pas forcément réussi à se créer une deuxième dynamique en deuxième partie de période. Et donc, à la fin, même si le bilan, on peut dire ce qu'on veut sur le fait que Nyon est quand même probablement aussi sauvé par un excellent gardien, c'était pas suffisant, parce qu'on n'a pas réussi à faire le travail sur toute la mi-temps pour pousser la décision, même s'il y a quand même eu pas mal de très bonnes actions. Oui, Et totalement. ouais, non, il y a eu un petit Oswald, ouais, Mathéo qui a eu une petite coupure. Ouais, Mais tout voilà. à fait. Donc voilà, on va prendre le relais. C'est un épisode qui est pas facile à gérer à la technique, je vous le concède. Mais voilà, oui, cette deuxième mi-temps, c'était en deux temps, hein. On a eu un premier quart d'heure qui nous laissait penser qu'on allait pouvoir revenir dans le match. Ensuite, plus rien pendant un moment. Et puis, vers la fin, quelques dernières actions, forcément, on allait pousser, on était mené même sans faire de changement, on allait continuer à pousser. Et puis voilà, Mastil a été là. Et quand Mastil a fait l'arrêt, mais que ça restait dangereux, ben les défenseurs ont réagi. Et puis du coup, c'était au final une victoire entièrement méritée pour le Stade Nyon. Et franchement, on avait les moyens, Michael, de retourner ce match en deuxième mi-temps, mais Nyon n'a pas volé sa victoire du tout. Non, non, comme je disais, de toute façon, ils ont fait en première mi-temps, je trouve vraiment qu'ils ont fait preuve franchement, d'un jeu qui était plutôt cohérent. Donc ça, leur premier mi-temps est extrêmement bien réussi, donc c'est ce qui les met dans de bons rails, avec ces deux buts qui, même si on peut nous fustiger la manière dont ils sont arrivés, sont plutôt logiques. Ils se créent de bonnes occasions, etc. Et donc voilà, forcément c'est le dernier, c'est une équipe qui a ses limites, donc à la fin ils ont plus essayé de se défendre plutôt que mettre le troisième. Ça aurait pu leur coûter cher et ils se font un peu sauvés par le gardien, mais c'est, qu'on le veuille ou non, une victoire plutôt méritée pour Nyon, parce que avec leurs armes, surtout sur la deuxième période où c'était plus compliqué pour eux, ils ont fait ce qu'il fallait. Et puis, je vais me répéter encore une fois, mais première mi-temps, ils sont supérieurs, hein, on peut même pas en discuter. Donc, à nous de tirer un peu les conclusions de ça. On en pense ce qu'on veut, mais ils ont effectivement, pendant la moitié du match, ils nous ont effectivement été supérieurs. Et peut-être que ça en dit un peu sur notre capacité à atteindre nos ambitions, parce que c'est pas qu'un match raté. On est sur une période où globalement on a du mal à créer des bons matchs. Et moi, c'est la principale, la principale frustration. Bon, la première mi-temps, là, on en a parlé. Moi, la deuxième partie de mon énervement, si je puis dire, de vendredi soir, c'est que finalement, le gros moment de pression continue. Il s'arrête vers l'heure de jeu. L'heure de jeu, 65e minute. Et il y a pas ce sentiment de dire, on a réduit le score contre le dernier de la classe, et puis on arrive à mettre une deuxième mi-temps où on met totalement le feu, où on revient et on arrive à les écraser dans leur surface complètement. Ça a duré 15-20 minutes de façon constante, mais pas une mi-temps entière finalement. Ouais, après c'est compliqué d'apporter cet élan tout le long. Ils sont revenus avec des belles intentions, et
ça aurait pu payer, mais je pense que c'est aussi une gestion de coach, hein, de réussir à apporter ce deuxième influx, ce deuxième souffle. Parce que les changements, il les fait à la mi-temps, de manière attendue, parce qu'il y avait beaucoup de choses à changer. C'est des changements à la mi-temps qui apportent, enfin qui apportent concrètement quelque chose, hein, on le voit tout de suite. Euh, c'est pas étonnant que l'équipe baisse encore un peu en intensité derrière, donc on aurait pu imaginer encore quelques changements offensifs parce qu'il y avait encore quelques joueurs sur le banc. Je dis pas que ça aurait tout changé, mais voilà, sur cette deuxième mi-temps qui a finalement pas été non plus totalement à notre avantage, enfin tout le long de la période, je pense il y avait possibilité. Enfin, je pense que ça fait aussi partie de ce que doit faire le coach pour dans la gestion de son équipe, avec des changements peut-être à la 60, 70e. C'est là qu'on a peut-être pas réussi à apporter le second souffle, comme je disais, pour continuer à presser et significativement les gêner devant pour obtenir ce but, même si à la fin, il y a des actions, même dans les 10 dernières avec Koné, une tête bien arrêtée par Masti. Mais je pense que ça fait quand même effectivement. Je reste convaincu, on en tire les conclusions qu'on veut, mais moi je pense que ça fait quand même aussi partie du travail de l'entraîneur enfin, d'arriver à produire quelque chose sur le long de la deuxième mi-temps. Il y a des joueurs qui étaient peut-être un petit peu cramés sur la fin. Et c'est regrettable quand même de pas avoir su mettre le bouillon tout le long parce que je pense qu'il y avait les moyens. Et à la fin, on le paye avec une défaite qu'on mérite et qui honnêtement fait très mal comptablement. Ouais, en conclusion, ce qu'on peut dire par rapport à ce match, c'est que finalement Nyon a progressé par rapport au match aller à la Maladière, a su exploiter nos lacunes. Et c'est une chose qu'ils n'avaient pas réussi à faire chez nous pour la simple et bonne raison qu'ils n'étaient pas assez solides derrière. Et c'est plus ou moins en résumé ce qu'on peut dire en conclusion au niveau de la, au niveau de la progression, au niveau de la progression lyonnaise. De notre côté, on voit que même contre les calibres les plus faibles de ce championnat, on a une peine indicible à enchaîner. Moi, je pensais sincèrement qu'après la victoire contre le Slow la semaine dernière, que cette victoire-là arrivait au meilleur moment avant ce déplacement à Lyon. Et même avec ça, alors on l'avait dit la semaine dernière, Carouge avait un calendrier un poil plus compliqué sur cette fin de tour. On n'a pas été capable de profiter de ça. Oui, oui, ben, moi, je m'attendais aussi forcément plutôt à une victoire, plus par rapport à l'adversaire. Contre un meilleur adversaire, je sais pas si j'aurais été si optimiste, parce que c'était pas non plus un grand match contre Lausanne. Moi, j'étais pas là pour le débrief, mais voilà, le truc, c'est que tu parlais ouais, de la progression de Lyon, mais il n'y a pas que derrière, où effectivement, ils avaient fait quand même des petites folies à la Maladière qu'ils n'ont pas forcément reproduites chez eux à Colovray. Mais même dans l'exploitation du ballon, honnêtement, à la Maladière, quand ils ouvrent le score, c'est venu de rien du tout. Ils avaient eu pas mal de réussites. Là, franchement, c'est impossible de dire que c'est pas mérité cet avantage de but à la mi-temps. Enfin, justement, ils ont un avantage d'un but seulement avec le penalty à la fin. Mais je pense que un but, c'était pas assez bien payé par rapport à la mi-temps qu'ils ont produite. Donc même avec le ballon, ils ont progressé et c'est là que nos lacunes défensives sont d'autant plus flagrantes. On est hein, quand même la deuxième pire défense avec, enfin, juste après Nyon qui, elle, est la pire d'assez loin, puisqu'ils ont 7 buts de plus enfin, encaissés par rapport à nous. Mais on en revient un petit peu à mon pressentiment de début de saison de premier bilan après le premier tour. C'est que c'est compliqué d'être régulier avec une défense aussi poreuse. Donc à la fin, pour revenir un petit peu à notre objectif annoncé qui est de concurrencer le top 2 le plus longtemps possible pour pas vivre une saison bouclée dès le deuxième tour, je commence à me dire qu'on est franchement, enfin, Xamax commence à être de moins en moins bien parti pour réussir à vraiment exister dans cette discussion. Et justement par rapport à ces gros soucis défensifs. Et c'est un petit peu ce qui m'inquiétait en début de saison. Et je trouve que ça se confirme parce que là, sur un match comme ça, peut-être que si t'es
enfin, si tu as du mal à t'exprimer devant, mais que tu fais pas mais que tu prends pas des buts aussi casquettes derrière, peut-être que tu t'en sors avec des points. Et c'est le cas dans plusieurs de nos matchs qu'on a perdu récemment. C'est ce qui me rend d'autant plus dubitatif, ou peut-être tout autant qu'en début de saison, mais qui se confirme un petit peu mes doutes pour le moment sur le fait qu'on puisse concurrencer à fond ce top 2. Ça m'inquiète parce que là, on va affronter un FC Haro en très grande forme. Je vous rappelle quand même qu'une défaite là pourrait nous mettre à 8 points de Carouge deuxième. Ça commence un petit peu à ressembler à une saison où on n'a plus notre mot à dire. Alors c'est encore de loin pas le cas, mais on est vraiment sur ce risque-là. Et ouais, je trouve que c'est un peu le plus inquiétant et un peu les grandes conclusions que j'ai de ce match. C'est un petit peu pessimiste, mais ouais, je vois vraiment les Ouais. choses comme ça avec cette dynamique actuelle et encore plus ce match qui a encore plus pointé du doigt nos limites. Je crois qu'on a tout dit du point de vue de ce match. Toi, tu as encore quelque chose à rajouter, Michael? Non, pas spécialement. De toute façon, on abordera le prochain match après, donc sur le Nyon Xamax, pas plus que ça. Très bien. Alors, on peut immédiatement passer à la rubrique suivante. Voilà, donc la rubrique suivante, c'est donc le briefing du prochain match contre le FC Haro. Et en tant que maître statisticien, Michael, je te laisse nous donner deux, trois chiffres sur notre adversaire de vendredi prochain. Ouais, ouais, bah, on va tomber face à une équipe qui est en très grande forme actuellement, enfin qui s'est bien reprise après un début de match qui était franchement compliqué. Maintenant, leur bilan, il est quand même actuellement, il est tout à fait honorable, et ce qui leur a permis de nous passer devant alors qu'ils ont pendant presque l'intégralité de la saison, vu le début compliqué qu'ils ont vécu. Je pense pour la première fois, je pense, ils nous passent devant. Ils sont sur une série avec sur les 5 derniers matchs avec 2 victoires, 2 nuls, une défaite. Récemment aussi une élimination en coupe, mais voilà, c'est une équipe qui brille aussi avec aussi grâce au retour de certaines individualités. Enfin, une notamment parce que Fazlou est de loin leur meilleur joueur avec 6 buts, une passe décisive. Quand il était absent, quand on voit l'apport statistique qu'il a, c'est forcément une absence qui leur a coûté cher, même si il y avait d'autres problèmes, hein. On l'a vu face à nous lorsqu'on les avait affrontés au Bruglifeld. Mais voilà, le retour de leur meilleur joueur est de loin sur le plan offensif, leur fait un bien fou, et c'est devenu une équipe extrêmement dangereuse qui marque beaucoup, qui aura pas énormément d'absents. Enfin, ils ont comme blessé Bobadilla et Yekle, mais sinon ils se retrouvent quand même avec pas mal de joueurs qui arrivent à s'exprimer devant. Il y a aussi Yannick Touré avec ses 5 buts de passe D, une vieille connaissance, pas si vieille que ça, mais voilà, une connaissance d'il y a quelques années avec Henri Coïdé qui performe plutôt pas mal, 4 buts de passe décisive. Ils ont des joueurs créatifs aussi avec Georgiev. Ça a toujours été une équipe qui avait du gros potentiel devant, parce qu'ils ont, je pense, je sais pas si c'est vraiment le plan, je sais pas si c'était le plan réel, le projet réel pendant leur mercato, mais ils ont, qu'ils le veuillent ou non, souvent mis, je trouve, l'accent sur leur aspect offensif avec des bons noms sur les dernières années. Cette année, c'est encore un peu le cas. Enfin, ils ont encore une équipe, c'est encore très solide devant. C'est une équipe qui marque pas mal. Je pense que là, on va, par rapport à ce que je disais avant, on se retrouve quand même dans un moment clé par rapport à notre envie de concurrencer vraiment ces 2 premières places, d'exister dans cette bataille tout du long, ou en tout cas le plus longtemps possible, en tout cas plus qu'à Noël, puisque c'est sûr que 8 points de retard, ça commencerait déjà un petit peu à faire mal, et on arrive un petit peu presque à la croisée des chemins. Ça devient crucial, et sur ce dernier match, on a la lourde tâche de se rattraper face à un très bel adversaire, comme l'année passée, hein. L'année passée, c'était eux qui avaient aussi conclu l'année à la Maladière avec
le fameux coup franc de Franck Surdé, vous vous rappelez peut-être. Mais oui. On espère un dénouement similaire, parce qu'on avait gagné 2-1, je crois. On avait gagné, mais le score, je crois que c'était 2-1. Mais voilà, match quand même, personnellement, qui m'inquiète passablement. Et j'ai peur du classement à la fin de cette journée. Et par classement, j'entends le nombre de points, puisque évidemment les places, elles, veulent pas dire encore grand-chose. On a qu'un point de retard sur Haro, alors que nous on est 6e et eux 3e. Mais j'ai un petit peu peur, en cas de défaite, il va falloir s'attendre quand même à un vrai écart avec Carouge. Et ce match, une fois n'est pas coutume, c'est vrai que ces derniers temps, quand on me demande, je suis pas le plus optimiste. Là, je suis même inquiet hein, face à un adversaire comme Haro. On espère vraiment un renouveau à domicile parce que ça fait un petit moment aussi qu'on a du mal à la Maladière. Et ouais, je sais pas ce que toi t'en penses, Mathéo. C'est pas, c'est franchement un match qui m'inquiète. Alors, moi non plus, il m'inspire pas grande confiance. Maintenant, la première chose que je me sens me dire, et c'est un peu un point commun qu'il y a avec un certain club que je suis en Italie, quand on attend quelque chose, que ça va se foire, quand on n'attend rien, souvent, il nous tarde une bonne perf. Donc, déjà, par rapport à ça, je me dis, bon, on sait jamais. En plus de ça, si on prend les deux derniers matchs à la Maladière, que ce soit le 12 avril dernier, ou bien justement tu l'as dit le match de décembre de l'année passée. D'ailleurs, c'était le match où j'avais eu la chance c'était l'émission où j'avais eu la chance de venir comme invité. On les avait battus également à ce moment-là. Donc moi je de 1. Donc je me dis sur cette base-là, on peut toujours espérer bien finir la saison. Maintenant, Haro est quand même une équipe qui a remonté doucement mais gentiment le classement sans faire beaucoup de bruit. Euh, et puis ça va être chaud. Il faudra certainement un Bamba en grande forme pour réduire l'influence de Fazli au milieu. Ouais, on n'a pas Ce sera mentionné son certainement, absence, mais ouais. ce sera certainement essentiel. Et puis, voilà, il faudra être prêt, il faudra être chaud contre une équipe qui en plus voudra également se racheter d'une défaite subie contre nous cet été encore au Bruglifeld dans un match assez incroyable à rebondissement. Donc non, il y a beaucoup d'interrogations par rapport à cette rencontre de de vendredi prochain, beaucoup d'inconnus. Mais voilà, moi je reste, allez, raisonnablement confiant en me disant, voilà, enfin, on a le droit quand même de terminer l'année sur une meilleure note, même si on n'a pas non plus, on n'a pas un adversaire de tout repos à affronter vendredi prochain, c'est clair. Bah, j'espère. De toute façon, j'espère forcément une victoire, mais c'est vrai que on est face à un adversaire qui maintenant se rapproche d'une équipe qui a de quoi jouer le barrage. Si par exemple une équipe comme Carouge finirait par baisser en intensité, je pense qu'Aro serait le favori pour en profiter. Et je serais curieux d'avoir le classement des 10 derniers matchs parce que je pense qu'Aro se situe très très bien. C'est plus cet état de forme-là qui m'inquiète. Mais qui sait, hein, c'est vrai que c'est une équipe qui ne réussit pas trop mal hein, dans les confrontations. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, on a quand même hâte parce que c'est un dernier match pour conclure l'année à la Maladière, donc avant avant un petit bout de temps, avant une trêve assez longue, donc c'est quand même toujours un truc qu'on attend et on a hâte d'aller au stade. Tout à fait. Est-ce que tu as quelque chose toi-même à rajouter? Non, pas spécialement. Très bien. Alors on peut passer à la conclusion de cet épisode. Voilà, je prends le relais pour la fin de l'épisode. Merci déjà à Mathéo et à Michael qui ont assuré cet épisode comme des chefs. J'ai eu quelques soucis de connexion, j'ai encore quelques soucis de connexion. Alors vous, chers auditeurs, vous m'entendez bien, mais ça n'a pas été le cas toujours de mes collègues animateurs sur cet épisode. Donc ils m'ont remplacé au pied levé et ils l'ont très très bien fait. Donc voilà, pour cette conclusion d'épisode, je voulais vous annoncer
une chose, c'est notre dernier épisode. Neuchâtel Xamax disputera son dernier match de l'année la semaine prochaine, mais à cette occasion, nous ferons aussi notre dernier épisode de l'année 2024. Et puis, nous aurons le plaisir d'avoir un invité. Nous recevrons à cette occasion Kylian Vici. On se réjouit déjà de l'avoir à l'antenne. On espère que techniquement, ça se passera mieux que ce soir. Donc voilà, comme d'habitude, merci à mes collègues animateurs, je ne sais pas s'ils m'entendent là ou pas, et puis également merci à vous, chers auditeurs, et puis à la semaine prochaine pour ce dernier épisode de la saison. Bye bye.